Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Votre émission de référence, votre talk de fin d'après-midi 16h-18h s'appelle Le Grand Forum, le LGF tous les jours du lundi au vendredi. Ravi de vous retrouver pour cette dernière de la semaine en ce vendredi 21 octobre. Avec aujourd'hui, il est de retour, ça faisait un petit moment qu'il nous avait un peu boudé. Philippe Bouriaki, comment ça va mon Philippe ? Bonsoir Christophe, ça faisait exactement 3 semaines mais on peut prolonger si tu le souhaites. Là, tu commences les hostilités, tes auditeurs, tes fans qui t'écoutent vont avoir le seum contre moi en disant mais pourquoi celui-là ? Philippe Bouriaki, toujours conseiller régional, conseiller municipal et également co-porte-parole national de l'écologie au centre. De l'écologie au centre, effectivement. Le premier parti écologiste de France. Ah, je sais pas, c'est le premier. Ah, si, c'est le premier, je te dis. En termes électoraux, c'est le premier parce que Europe Écologie Les Verts, maintenant qu'ils sont un satellite de la NUPES, de la France Insoumise, ne sont plus un parti écologiste. C'est une officine de la France Insoumise. D'accord. Ils sont bien soumis, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Alors, nous aurons à tes côtés aussi Nicolas Jeannotet qui a visiblement du retard comme un élu de Conseil de Paris finalement, un élu aussi en charge de la sécurité dans le 15e arrondissement, directeur des centristes et avec nous à distance. Oui, directeur des centristes, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le directeur d'un parti, des centristes. Ah, ils ont des directeurs, des secrétaires. Oui. Le président c'est Hervé Morin, tu sais bien. Oui, Hervé Morin. Avec nous également à distance notre Sabrina Gassim, artiste avec nous, auteur et thérapeute. Bonjour ma Sabrina. Bonjour Christophe, bonjour Philippe, comment allez-vous ? Bonjour Sabrina. Comment ça va ma Sabrina ? Eh ben ça va super bien, bon, super, en pleine forme, très bien. Très content d'être à l'antenne, content d'avoir Philippe à nos côtés. Ouais, je sais pas si tu diras ça à la fin de l'émission, mais bon. Mais si. non, mais il n'y a que Christophe. Non, mais je pense que Christophe, dès qu'il a vu ce nouveau coq arriver dans sa basse-cour... Tu lui as manqué, Philippe. Bah, je sais. Il m'appelait tous les jours, il m'a harcelé. La gueule du coq. C'est du harcèlement. C'est raciste ce que vous dites, monsieur, c'est raciste. C'est vrai. Allez, c'est parti pour le programme, on y va. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, le quiz, évidemment, sur France Maghreb 2, en fin d'émission, le zapping, et puis bien entendu, la battle aujourd'hui. Alors, hier, on a appris que la France avait rapatrié 40 enfants et 15 femmes venues du nord-est de la Syrie. La question, vous la posez, vous y répondez sur Twitter, le Grand Forum FM2. Est-ce que vous êtes favorable à leur retour sur le sol français à ces femmes ? Parce que bon, les enfants... On est d'accord que la question ne se pose pas. Vous répondez à la question. Pour l'instant, 61% disent oui sur Twitter. Vous pouvez continuer de voter, évidemment. On en débattra avec vous tout à l'heure sur France Maghreb 2, avec nos débatteurs ici présents. À l'occasion, et pour terminer cette semaine de l'intégration, on l'a couverte d'ailleurs tout au long de cette semaine avec différents invités. Et aujourd'hui, c'est la sous-préfète de Seine-Saint-Denis, Madame Cécile Raquel, qui sera avec nous, qui évidemment sera là pour faire un peu le bilan de cette semaine de l'intégration. Et puis, nous allons parler de l'affaire Lola, de la petite fille, il y a à peu près une semaine jour pour jour d'ailleurs, qu'on a appris qu'elle avait été tuée dans d'atroces souffrances par cette Rabia B. D'ailleurs, on a découvert un petit peu son visage au travers de ses stories TikTok. Entre récupération politique, est-ce qu'on peut parler parfois comme un parfum d'indécence ? C'est la question qu'on peut se poser, évidemment. On en parlera, on en débattra tout à l'heure avec vous sur France Maghreb 2. Donc, y a-t-il de l'indécence dans cette affaire ? On y reviendra, bien entendu. Et puis, on parlera évidemment, alors c'est pas un, mais c'est 2,49.3 en 2 jours. Pas mal. Le gouvernement de Madame Borne nous a sorti 2 fois le 49.3 après le budget. Voici qu'on va parler du budget de la sécurité sociale 49.3 qui a été annoncé hier par Madame Borne, la Première ministre. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum.
Je dois vous dire et vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur Twitter, Le Grand Forum FM2, Instagram, Le Grand Forum FM2, et même sur TikTok, où nous sommes depuis très peu maintenant. Le Grand Forum collé, vous nous rejoignez évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec nous, bien entendu. Et puis vous pouvez aussi nous appeler à n'importe quel moment dans cette émission, dès que l'envie vous en prend et dès que vous en jugez nécessaire de pouvoir venir débattre avec nos débatteurs ici au 01 40 33 9000. On commence toujours par des petits clins d'œil pour commencer cette émission, et c'est la naissance de quelqu'un qui a bercé mon enfance et qui nous racontait beaucoup d'histoires à la radio, mais aussi à la télé, monsieur Pierre Bellemare. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mon cher Philippe, animateur et producteur français de radio et de télé? Pierre Bellemare, un grand monsieur qui savait un peu nous faire rêver au travers d'histoires. Tu nous as quittés il y a quelques années. Exactement, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, Pierre Bellemare. En 2018, ouais. Ouais, bien joué, quelle mémoire. Pierre Bellemare, ça t'a bercé toi, Philippe, ou t'étais fan ou pas? Ouais, mais complètement, avec sa voix qui était juste extraordinaire. Il te faisait vibrer, tu pouvais fermer les yeux et t'imaginer. Enfin voilà, il avait cette intonation qui te faisait ressentir carrément même les odeurs grâce à l'imaginaire. Il était extraordinaire. Il était fort. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, je pense qu'il a un successeur. Moi, je trouve que Christophe Ondelat est extraordinaire. Si vous avez écouté déjà une histoire... Pas à son image, personnellement, mais c'est vrai qu'il est très fort également. Mais Pierre Bellemare, il avait un truc, il partageait une émotion. T'avais l'impression de vivre le truc, t'avais des frissons, t'avais peur, franchement, il était... Ah, il racontait beaucoup d'histoires qui faisaient peur, c'est vrai. Oui, les enquêtes et tout. Beaucoup d'histoires avec des enquêtes, les enquêtes impossibles, je crois que ça s'appelle. Oui, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, au début, que je connaissais Philippe, il m'appelait la nuit. Je viens d'écouter Pierre Bellemare, putain, j'ai peur, viens m'aider. Voilà, je m'en souviens. Alors, évidemment... C'est sa journée à Philippe. Bah oui, attends, il faut bien qu'il prenne un peu, il vient pas souvent, il faut bien qu'on voilà, hein. Voilà. Alors 1961, messieurs dames, c'est le colonel Nasser qui a eu une bonne idée, c'est de confisquer les biens des riches en Égypte. Ça pourrait être utilisé aujourd'hui en France, non? De confisquer le bien du président de Total, par exemple. Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, enfin ça se discute. Le président de Total, son salaire, il est fixé par l'Assemblée générale. Il s'est octroyé une petite augmentation. Non, non, pas vraiment, parce que en vérité, si tu regardes bien, l'année d'avant, il a eu une diminution de salaire de 37%, et donc là, quand tu dis plus 52%, c'est par rapport à quoi? Par rapport à au moins 37%. Donc mais ça fait toujours plus. Il gagne moins que 2019. Alors, je vais pas pleurer sur lui parce qu'il prend 6 millions d'euros par an, plus des stock options, etc. Mais t'as un truc. Que j'étais à deux doigts de dire mesquine. Non mais attendez, vraiment, je voudrais qu'on sorte du discours démagogique que certains disent ouais c'est indécent, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Un mec qui fait travailler 120 000 personnes dans le monde qui prend 6 millions d'euros, ça me choque moins que quelqu'un qui tape dans la caisse de l'État auprès du contribuable. Sais, Philippe, sur ça je te rejoins. C'est l'indécence pour moi, elle n'est pas là. L'indécence, elle est ok. Tu les fais travailler. Dans quelles conditions tu les fais travailler et comment est-ce que tu fais travailler ton argent? Est-ce que tu le redistribues correctement? Après, le montant que tu as envie de t'octroyer annuellement, le président de Total ne s'octroie pas de salaire. C'est l'Assemblée générale des actionnaires qui décide du salaire et de la rémunération du président. Ouais. Faut bien prendre ça en compte parce que sinon ça serait trop facile, etc. Et si si ça avait été son entreprise, ça me choque pas, moi, que le type gagne 20, 30, 40, 50, 60 millions. Quand on a des joueurs de foot qui sont incapables de planter des buts, qui prêtent des salaires. À qui tu penses? Je donne pas de nom, mais vas-y, va jusqu'au bout. Je suis très mauvais, moi, en foot, mais même en basket, en NBA ou au baseball, ça choque moins et on trouve ça beaucoup moins décent. Non, mais moi, personnellement, la somme le revenu, quelle que soit la manière dont il est acquéri, ce revenu-là, il n'y a pas à discuter dessus. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu as donné de très bons exemples, soit dit en passant. Ouais. Après, c'est la gestion de tes employés. Oui, bien sûr. Et leur salaire, par contre, tu vois, tu as quand même un regard là-dessus, me semble-t-il. Et c'est peut-être sur ça qu'effectivement, il y en a qui vont se permettre d'émettre un petit peu de colère, voire d'injustice. Petit aparté, c'est du discutable. Coup, Sabrina Philippe, petit aparté, du coup, en ce moment, vous savez qu'avec cette affaire du PDG de Total, il y a le hashtag balance ton salaire qui est apparu sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que vous êtes favorable à ce que tout le monde donne son salaire? Ah bah écoute, moi, je vais d'abord laisser Sabrina parce que c'est un monde des politesses.
Merci pour ta galanterie, cher Philippe. Honnêtement, je trouve que à partir du moment où ce n'est pas imposé, oui, parce que aux États-Unis, c'est quelque chose de. C'est vrai qu'en France, on a un peu de mal avec ça. Cette pudeur, ce que j'appellerais une fausse pudeur, mais bon, autour des salaires, alors que par exemple, voilà, aux États-Unis, c'est quelque chose de complètement normal. On a ce culte de la réussite qui ici n'est pas forcément alimenté de la même manière. Tant que ce n'est pas imposé. C'est-à-dire dans le sens où balancer le salaire de X alors que cette personne n'avait pas forcément envie de le faire, oui là, non. Mais sinon, oui, moi je trouve ça plutôt bien de décomplexer en fait ça. Ça peut même nous tirer vers le haut. Mais le problème, c'est que lorsqu'on balance notre salaire ici en France, on va être tout de suite pointé du doigt, on va pas être justement modélisé. Vous voyez ? La mentalité, est-ce qu'elle va suivre derrière ? Balancer son salaire pour être critiqué ou pour pouvoir crier à l'injustice, ça suffit pas. C'est ce qu'on disait. Peu importe le salaire que quelqu'un touche. Après, il y a des employés, comment ils gèrent en fait derrière, c'est peut-être ça, oui, ça peut être discutable. Ouais. Philippe ? Bah écoute, moi je crois que c'est pas compliqué. J'invite les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2 à aller sur la page Facebook Philippe Nadji, Nadji. Le mec se fait une pub gratuite. Bouriachi. Donc je répète, Philippe Nadji, Nadji. C'est bon, il savait écrire. Non mais attends, s'il te plaît, arrête de me couper, putain. Franchement, tu me chauffes la pipe là. Tu vas voir que là, le conseil régional, il va vite devenir un mec de test. Tu vas dire, ouais, c'est quoi ce bordel ? Philippe Nadji Bouriachi, Bouriachi. Et vous verrez chaque début de mois mon extrait de compte en tant que conseiller régional, ma fiche de paye, bien qu'il y ait marqué indemnité de fonction de conseiller régional, tous mes tickets de carte bleue dus à mon compte de conseiller régional. Ce qui reste, la moitié, il est divisé en deux, je me le verse, et l'autre moitié, je le verse à des associations. Et là, au mois de novembre, dès que je reçois ma taxe foncière, je vais vous mettre mon avis d'imposition sur le revenu. Mal celle-là. On t'en demande pas tant. Personne me le demande. Je le fais parce que c'était une promesse de campagne et parce que j'estime que c'est normal lorsque tu es un homme politique que les électeurs et les électrices sachent ce que tu fais avec ton indemnité. D'ailleurs, je pourrais en faire ce que je veux, mais moi, je me suis garanti d'être complètement transparent. Mais surtout, qu'ils puissent avoir accès à ma feuille d'imposition avec le montant. Il y a des choses qui disparaissent, qui est mon numéro de fiscal, mon adresse, etc. Mais moi, je gagne 71 000 euros par an, je suis sur 4 parts imposables, c'est le revenu de mon foyer, j'ai payé 303 euros de taxes d'habitation et je pense que je serai à 1003 ou 400 euros. C'est pas cher. Non, mais normalement je devrais être exonéré de taxes d'habitation, mais on m'a dit que comme j'avais dépassé le plafond... Là, tu parlais de taxes foncières, normalement tu devrais l'avoir payé, c'est au 17 octobre. Non, j'ai rien reçu. Moi, la taxe foncière, je suis prélevé tous les mois, et donc là, au mois de novembre, il y aura une régularisation, c'est là où je vais avoir mon avis d'échéance, et donc à ce moment-là, je rendrai public, comme je l'ai fait l'année dernière, avec ma déclaration d'intérêt, je l'ai fait l'année dernière, donc je vais pas le refaire cette année, sauf si on me le demande, sinon je la referai. Je suis actionnaire à 50% d'une SCI au capital de 1000 euros, mais donc moi j'estime que ça me choque pas. Et d'ailleurs dans les pays scandinaves, je suis sur ce modèle-là. Dans les pays scandinaves, tu as accès à tout concernant tes élus. Il y a rien de. Donc toi, t'es plutôt favorable. Ah ouais, moi j'ai pas de souci, donc ouais, je suis favorable. On parle salaire, il y a Nicolas Janotet qui rentre dans les studios. Ça va être beaucoup plus compliqué lui. Nicolas, il est à 7 millions par mois lui. Ouais, c'est ça. De roubles. Déjà, il va prendre une pénalité parce qu'il arrive en retard. La faute à qui ? Arrête. La faute à qui ? Oui, la faute à Hidalgo. Ta copine. Hidalgo. C'est pas ma copine, c'est la tienne. Toi, t'es élu au Conseil de Paris, mon vieux. Comment ça va, mon Nicolas ? En pleine forme. Non, très fatigué en fait. T'es venu comment ? Non. Il est pas ouvert mon micro aussi, c'est bon. Si, il est ouvert. T'es venu comment ? Je suis venu en... Oh, je vais pas te le dire. Si, t'es venu comment ? Non, en trottinette. En trottinette ? En trottinette électrique. Sans casque ? Si, avec un casque. Ah bon ? Si. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que David Belliard veut supprimer toutes les trottinettes à Paris. Ah bon ? Ouais. Et donc j'ai reçu d'ailleurs, je vous le fais une confidence, j'ai reçu hier les 3 opérateurs de trottinettes. Ouais. On est en train d'essayer d'imaginer quelque chose pour quand même garder les trottinettes à Paris, parce que je trouve que les avoir accueillis, pourquoi ils veulent les supprimer ? Parce qu'il estime qu'effectivement c'est un peu le bordel, mais enfin le bordel c'est lui qui l'a généré par un manque de coordination et un laisser faire à tout va des trottinettes à Paris. C'est vrai qu'il y a des abus. C'est emmerdant, franchement. Pardon ? Les écolos, non, pas les écolos. Europe Écologie.
Non, c'est vrai d'une façon générale, effectivement, Europe Écologie Les Verts et les écolos en général. Non, Europe Écologie Les Verts. Écologie au centre, on est super sympa. Écologie au centre, centres écolos, centristes écologistes. Enfin, on ne sait plus trop où sont les écolos aujourd'hui. Et en tout cas, oui, ils sont très dogmatiques. Ils sont très radicaux. Alors, mets ton casque, Nicolas, s'il te plaît. Oui, il y a Sabrina qui est avec toi, qui est avec nous aussi de l'autre côté à distance. Sabrina, artiste Gassim, que tu ne connais pas, qui est auteur et thérapeute. Ça pourrait te faire du bien un peu de thérapie, tiens. C'est quoi? C'est des massages? Non, pas des massages. Absolument pas. Non, je sais, je plaisantais. Bah oui, quand même. Bon, pour terminer mes clins d'œil, puisque tu arrives à la fin. En 1945, c'est les femmes, qui votent pour la première fois en France. Ouais, alors qu'en Turquie, ça faisait, je crois, 25 ans qu'elles votaient. Dans plein de pays. 1945, c'était hier. Hein. Ouais, on a été très en retard d'ailleurs. Sur beaucoup de choses. Sandrine Rousseau, et on est encore très en retard sur les salaires. Oui. Oh. Ouais. Oui. Ah bon, toujours autant? Ouais. On est vraiment très en retard par rapport à d'autres pays également sur l'égalité des salaires. Oui, absolument. Dans un instant, c'est pas un, mais 2 49.3 en 2 jours. Quand même pas mal. C'est cool. Pas mal le gouvernement. Madame Borne, elle fait pas semblant. Hein. On parle de la sécurité sociale et du budget pour 2023. Ils avaient à peine commencé les débats, qu'il y a eu 4 amendements et 3 qui ont été perdus par le gouvernement. Du coup, on va peut-être arrêter les dégâts. On va prendre le nouveau 49.3. On en parle dans un instant. Ne bougez pas, les amis. Restez sur France avec Maghreb 2. nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous ce vendredi 21 octobre. Je vous rappelle la question en battle tout à l'heure, dans quelques minutes, à 17h20 à peu près. 40 enfants et 15 femmes ont été rapatriés du nord de la Syrie par la France. C'est ce qu'on a appris, c'est passé hier. Est-ce que vous êtes favorable à leur retour sur le sol français ? Certains n'y sont pas favorables, d'autres oui. Et pour l'instant, 61% sont favorables à leur retour. On en débattra tout à l'heure avec Sabrina Gassim, artiste qui est avec nous, auteur et thérapeute, avec Nicolas Jeannetet, qui est élu au Conseil de Paris, ainsi que adjoint au maire en charge de la sécurité dans le 15e, ainsi que directeur des centristes, tout ça. Philippe Royaki, conseiller régional et co-porte-parole national d'écologie au centre, avec nous sur France Maghreb 2. Alors on va entamer dans le fait du jour parce que c'est tombé hier soir. Après avoir utilisé le 49.3 mercredi pour faire adopter sans vote le premier volet du budget 2023, le gouvernement remet ça hier. Le 49.3 à nouveau dégainé, cette fois pour le PLFSS, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Elisabeth Borne a annoncé donc à l'Assemblée nationale ceci, écoutez. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la 3e partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Voilà, alors, les raisons est simple, là, sur les 4 premiers articles votés, la majorité en a perdu 3. Il est impossible de trouver un accord avec vous. Pour la sécurité d'État, nous ne pouvons pas continuer le débat, lance Elisabeth Borne aux oppositions. Mais du Rassemblement National jusqu'à la France Insoumise, tous dénoncent l'attitude inadmissible du gouvernement avec ce nouveau passage en force. En réponse, donc, de nouvelles motions de censure seront déposées par la NUPES et le Rassemblement National, alors que l'Assemblée n'a pas encore étudié les premières. Est-ce que l'attitude du gouvernement, Nicolas, est inacceptable ? Elle n'est pas inacceptable, elle n'est pas normale. Moi, je ne suis pas contre, par principe, le 49.3, il est dans la Constitution, c'est un droit, on peut remettre en cause, bien évidemment, le 49.3, mais il existe. En revanche, ce qu'on peut déplorer, je ferai 2 critiques. D'abord, il faut critiquer le gouvernement, on revient à la verticalité du pouvoir, et on revient au quinquennat précédent, où finalement, il y avait, tout venait d'en haut, et les parlementaires n'étaient que des pions assis dans un hémicycle. Bon. Après, le premier débat qu'il y a eu sur la loi de finances a quand même révélé une pagaille totale et des aberrations de la part notamment du Rassemblement National ou de la France Insoumise ou de NUPES qui ont présenté des amendements qui allaient dans... On a quand même assisté à une bataille dans cet hémicycle qui était, je pense, et je le trouve irresponsable. Alors, en même temps, les Français l'ont voulu. Bon. Mais, on a abouti au final sur la loi de finances avant, finalement, à très peu d'avancées. Il y a eu 3-4 amendements de prix, par exemple chez nous, dans le groupe Lyot, on a réussi à augmenter le taux des tickets restaurants, on a réussi à faire procéder à une indemnisation, enfin augmenter la part des veuves pour les anciens combattants. Bon, des petites
chose à la marge. Du côté de la droite, ils ont pris 3 amendements, et du côté de la France Insoumise et de Rassemblement National, aucun. Donc effectivement, ils sont arrivés à la fin avec un texte, mais il y a eu un débat. Il y a eu un débat en commission et il y a eu un débat dans l'hémicycle. Un débat qui n'était pas très bien pour l'image, mais il y a eu un débat. Je regrette en revanche pour ce PLFSS, qui est le budget de la sécurité sociale, qui n'est finalement aucun débat. Alors, il y a eu un débat, bien évidemment, en commission, mais aux yeux des Français, il n'y a pas eu de débat qui est en fait la synthèse, en général, du débat en commission. Et là, il y avait quand même beaucoup de sujets à débattre. L'hôpital, la désertification médicale, le budget de la Sécu, plein de questions sur lesquelles on pouvait débattre, sur lesquelles on n'avait pas forcément de réponse, puisque c'est un budget qui validait déjà ce qui avait été en cours, mais on pouvait au moins débattre. Et là, effectivement, c'est plus l'absence de débat qui coupe court en disant circuler, il y a un revoir et on avance. Philippe, l'attitude du gouvernement, est-ce qu'elle est inacceptable de 49.3 en une semaine, en 2 jours? Je voudrais rappeler aux amis de Jean-Luc Mélenchon qu'il a été ministre et sénateur, je crois, sous Rocard, de mémoire. Et sous Jospin, pour ministre. Non, Rocard. Non, Jospin. Mélenchon était ministre. Non, mais sénateur, Rocard, ministre Jospin. Oui. Et qui, de mémoire, Rocard... je crois que c'est le recordman du 49.3. 28 fois. 28. Donc, que voulez-vous dire je voudrais dire aux copains du PS qui sont énervés que Manuel Valls a dégainé le 49.3. Oui. Donc, le seul qui l'avait pas dégainé, c'était Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Ah oui, ça vous laisse de marre. Ouais, mais parce qu'il avait une majorité totale et il se voyait à l'œil au grand maître Nico. Calandinité, moi c'est pas j'adore ce calandinité. C'est un truc constitutionnel. Ils ont une majorité, mais pas une majorité absolue. Une majorité relative, mais pas une majorité absolue. Donc, s'ils veulent mettre en place leur programme qu'ils ont fait, voilà, ils usent de ce droit-là. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à se déplacer et à voter pour l'écologie. Les règles ont un peu changé par rapport à l'époque de Rocard. Ouais. Où il n'y avait pas finalement de quota, en fait. On peut l'utiliser à n'importe quel moment et n'importe quand. Là, c'est un peu, les règles sont un peu modifiées quand même. Sauf pour le budget, je crois. Le budget, c'est limité. Tu peux utiliser autant de fois que tu veux. Le 49.3 peut être utilisé autant de fois qu'on le veut pendant tout le quinquennat. Non, monsieur. Sauf laissez-moi finir ma phrase. Je peux finir ma phrase? Oui. Sauf sur les lois de programmation. Oui. Bon. Voilà. Mais c'est facile de la contourner. On fait des lois bis, des rectificatifs bis sur des lois, et on peut utiliser le 49.3. Donc il y a plein d'astuces pour utiliser le 49.3 en plus, tout au long de... C'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'il y a toujours une manière officieuse qui officialise la manière d'utiliser le 49.3 et le légitimer. Mais pour autant, Philippe, franchement, aux yeux des Français, ça fait quand même un peu léger quand même d'utiliser ce 49.3 pour des sujets importants quand même, le budget 2023 et surtout pour le budget de la Sécu. On avait commencé les débats, les discussions, et quand le gouvernement a vu qu'il était en train de tout perdre, c'est-à-dire sur 4 articles, 3 perdus par la majorité, ça veut dire que la majorité n'accepte pas le débat. Non, mais attention quand même, le débat a déjà eu lieu en commission quand même. Attention. Philippe. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu es en train de me dire que la NUPES a voté avec le Rassemblement National. Mais attends, laisse-moi 2 secondes quand même, laisse-moi me faire un kiff. Que le Rassemblement National et la NUPES, ils ont voté main dans la main et en le chantant à tue-tête. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est incroyable. Si tu veux, on peut considérer que en absence de débat, les choses sont pas démocratiques. Mais quand tu es dans un débat stérile où à chaque fois que tu fais une proposition bonne ou mauvaise, t'as tout le monde qui se lève des oppositions de ton extrême gauche et ton extrême droite. T'avances pas. Les débats vont durer 107 ans et il y a rien qui avance. Donc moi, je suis peut-être pas d'accord avec ce que met en place le gouvernement, mais le président est légitime, l'Assemblée est légitime, et donc la loi est là, la loi prévoit cette modalité. Mais ce qui est très drôle, c'est que tu as Elisabeth Borne, la première ministre, qui a clairement dit j'engage la responsabilité du gouvernement. Et donc par conséquent, elle s'expose à ce qu'on appelle des motions de censure. Ouais. Et en cas de vote d'une motion de censure, c'est la démission du gouvernement. Et aussi la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vois qu'en tout cas que la NUPES et le Rassemblement national qui votent contre les amendements, enfin qui font tomber les amendements du gouvernement,
sont mis d'accord pour ne pas voter mutuellement les motions de censure des uns et des autres. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de perdre leur poste pour le courage politique, on appelle ça. Allez jusqu'au bout de votre démarche, les copains. Moi, j'ai envie de leur dire, les copains, non, c'est pas mes copains, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pas mes copains. Mais aucun des parlementaires n'a aujourd'hui envie de revenir sur le terrain pour refaire campagne et se faire battre éventuellement. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, Nicolas. Alors, je pense, si une motion surpasse, je pense que ce moment-là va arriver en janvier-février, quand sera mis sur la table la réforme des retraites. Oui. Parce que là, il faut le savoir, Emmanuel Macron s'est enfermé, il est isolé, il reprend une gouvernance totalement verticale, et la réforme des retraites, il va la faire. Quoi qu'il arrive, il a rien à perdre, il n'a pas d'échéance au bout. On lui a assez reproché pendant son premier quinquennat d'avoir pas fait de grandes réformes structurelles. Là, il va prendre tout le monde de court, et en janvier-février, cette réforme de retraite, vous la vouliez, eh bien vous allez la voir, quitte à provoquer là une dissolution. Sabrina, la dissolution, c'est vrai qu'elle paraît inéluctable pour le coup, quand on voit un petit peu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, de ce qui s'y passe, et de ces débats qui sont parfois stériles et bloqués parce que pour bloquer en fait, voilà. Et du coup, le président de la République n'aura plus que de choix, et en attendant le bon timing, c'est là que ça va être important, ça va être de dégainer et cette annonce de la dissolution au bon timing. Parce que c'est ça, on a ce sentiment qu'il attend en fait d'arriver à point nommé. En fait, on a presque même l'impression, alors je parle vraiment au conditionnel, mais que on a presque même cette impression que tout était déjà calculé en fait. On attend le moment précis pour pouvoir taper au bon moment. Est-ce que ce bon moment n'était pas déjà bien écrit et juste attendu en fait? Mais de voir en fait toute cette fameuse dissolution à venir, tout ce à quoi on assiste, c'est comme si on ne pouvait pas se dire autre chose que de toute façon il n'y a qu'une dissolution possible. Là, on peut pas, c'est pas possible. Oui, c'est trop stérile en fait. Ou alors ça part à base de 49.3 pour pouvoir. Il n'y a pas un minimum, c'est vraiment bien volontaire ce mot, un minimum de cohérence à un moment donné. Il ne pourra pas gouverner effectivement à coup de 49.3 non-stop pendant 5 ans. Donc il y a un moment, effectivement, il y aura une dissolution. D'ailleurs, Nicolas, il avait dit aux députés qui ont perdu, les députés de l'ancienne majorité, il les avait réunis, il en a recasé quelques-uns, puis il leur a dit aux autres, préparez-vous. C'est-à-dire, bon, vous n'avez pas d'ailleurs, on va partir en campagne. Dans tous les partis politiques, tout le monde dit à tout le monde, continuez à être sur le terrain et surtout ne vous démobilisez pas, parce que je pense vraiment qu'en janvier-février, ça va être la rue. La retraite, ça va être la rue. Donc l'Assemblée plus la rue, plus là, ça provoque de gaz et d'électricité. Ça, n'en parlons pas. Ouais. Ça va provoquer effectivement une dissolution à ce moment-là. Ouais, c'est tout à. Quitte d'ailleurs à perdre les élections et à avoir une cohabitation. Alors, qui aurait à perdre, qui aurait à gagner, justement, d'une dissolution dans le timing? Ceux qui ont à perdre, c'est bien sûr NUPES et le Rassemblement national. Ah non, je crois pas. Non, bien au contraire, je pense que le Rassemblement national peut encore se renforcer davantage. Complètement. Ah ouais, certain. Le spectacle de Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas, c'est un comédien, c'est la commedia dell'arte. Bon, mais d'accord. C'est quand même pas fameux, hein. Moi, j'ai passé des nuits entières à regarder. C'est quand même pas extra, hein. Non, mais certes, mais le kidam moyen ne se pose pas cette question-là, hein. Il voit ce qui se passe dans sa facture, ses fins de mois, son frigo, et ça fait appel à d'autres réflexes naturels d'instinct de survie. Et le contexte aussi de l'affaire Lola et de l'insécurité permanente. Hier soir, je vous assure, j'ai commencé à regarder Darmanin. Moi aussi. Franchement, dans les premières minutes, j'ai cru qu'on était en guerre civile dans ce pays. J'ai regardé jusqu'à la fin, minuit et demi, je crois, ça finit. Ouais, j'ai je me suis endormi. Tout mon respect, moi, j'ai pas pu. On avait l'impression, Nicolas, d'être en guerre civile. Vraiment. En même temps, Christophe, moi qui suis en charge de la sécurité dans le 15e, il y a un taux jamais atteint en ce moment. Je n'ai jamais vu aujourd'hui autant d'agressions, de sentiments d'insécurité dans les quartiers aujourd'hui. C'est quel type d'agression particulièrement? Mais il y a de tout. Il y a de tout. Les agressions, c'est du vol, c'est quoi? C'est du vol, c'est du vol à l'arraché, c'est du vol, c'est de la violence dans les écoles. Dans les lycées aujourd'hui, il y a 5 lycées quand même en Île-de-France où il y a des émeutes à coups de mortier. Enfin, on n'a pas vu ça depuis des années et des années. Donc il y a vraiment un laisser-aller, un sentiment. On veut à tout prix défier l'autorité de l'État et aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment c'est compliqué pour les gens. À cela, on ajoute bien évidemment la hausse de l'énergie. Moi, je suis très
très très inquiet sur la hausse de l'énergie. Combien de boulangers, combien même de chefs d'entreprise je vois, mais les boulangers qu'on a reçus l'autre fois, mais ils disent, mais attendez, la facture elle va passer de 2000 à pratiquement 10 000. Mais nous on est obligés de fermer, c'est pas possible autrement. Ou d'augmenter la baguette de 40%. Bah, augmenter la baguette de 40%, mais je le vois même en termes de finances locales. La région Normandie, on va avoir 100 millions € de charges supplémentaires avec le chauffage des lycées, etc. La ville de Paris, Anne Hidalgo, pour l'instant, a annoncé 70 millions de dépenses supplémentaires. Mais comment on va faire? Alors, on va augmenter les impôts, donc ça va prendre dans le pouvoir d'achat des gens. Enfin, on est dans un cercle infernal. Un cercle vicieux. Oui. Dans un instant, une affaire qui a fait couler énormément d'encre, et pour cause quand même, c'est une affaire qui a sensibilisé la France, les médias aussi s'en sont emparés, et les politiques, et qui ont fait d'ailleurs beaucoup de récupération à mon sens. Affaire Lola, y a-t-il un parfum d'indécence avec ces marches organisées hier à l'initiative de Éric Zemmour près d'Enfer Rochereau et les députés de le Rassemblement National qui ont fait cette minute de silence devant l'Assemblée Nationale, et les parents, on en dit quoi, on en pense quoi, on pense à eux, à cette famille, on respecte un peu la douleur de cette famille, évidemment. On en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Sabrina Gassim-Artiste, avec Nicolas Jeannette et Philippe Boyaki. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Philippe Boyaki. Ouais, je me fais tailler en centre par Nicolas. Ouais, Nicolas. On aurait dû l'appeler l'écologie au cœur parce qu'au centre, je crois que ça l'énerve. Ouais, ça l'énerve un peu. Bah oui, et en même temps, il est directeur des centristes. Alors, méfie-toi, il va t'accuser. Il va venir chez nous, Philippe, viens chez nous. Hein? On y arrive. On y arrive, on va faire un grand truc tous ensemble. Ouais, exactement. Non, mais je suis loyal à Jean-Marc. Faut qu'on se réunisse tous. Il se passe des choses dans le studio, je peux vous dire, il se passe des choses incroyables. Dans un instant, la sous-préfète de Seine-Saint-Denis sera avec moi au téléphone pour faire le bilan de la semaine de l'intégration qui avait lieu du 17 octobre à aujourd'hui, le 21 octobre, et j'ai reçu à ce titre d'ailleurs pas mal de prestataires de l'Office français de l'immigration d'intégration. Madame la sous-préfète fera un peu le bilan de cette semaine avec nous. L'affaire Lola. Cette triste affaire Lola, ce meurtre d'une atrocité sans nom, et cette récupération politique. On n'a fait que de parler de cela, avec évidemment le Rassemblement National, Reconquête, qui ont accusé le gouvernement d'être limite responsable de ce qui s'est passé. Zemmour a même dit d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette suspecte, si elle avait été française, on n'en aurait pas parlé. Expulsée, il n'y aurait pas eu, on va jusque-là, de meurtre. Écoutez un petit extrait rapide de comment petit tu zapping, peux faire passer ça à l'antenne, de petit zapping de ce dont comment on peut donner la parole encore à Zemmour de cette affaire Lola. Y a-t-il un parfum d'indécence? C'est la question que je vous pose et à laquelle on répond dans un instant. Membre du gouvernement, on est là pour rendre des comptes et pour répondre aux questions qui sont posées. Ce qui est indécent, en revanche, c'est la récupération politique, l'instrumentalisation politique de la mémoire de cette fillette par certaines formations politiques, notamment à l'extrême droite. Ceux qui ne sont pas décents, c'est ceux qui, justement, cyniquement, instrumentalisent la douleur de cette famille pour pouvoir se défausser de leurs responsabilités et pour fuir le débat. L'accusation de récupération, c'est une accusation qui est utilisée de manière systématique par le gouvernement pour étouffer les questions légitimes que doivent poser les oppositions à un gouvernement. Je me suis exprimé complètement sur ce que je pensais. Je ne vais pas alimenter une machine qui, pour moi, est une machine obscène. Voilà, monsieur. Les deux partis ont chacun organisé des rassemblements. Un premier a eu lieu place d'Enfer Rochereau à Paris par l'Institut pour la Justice, une association réputée proche d'Éric Zemmour et de son parti Reconquête. Le RN a opté pour une minute de silence devant l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Sabrina, y a-t-il un parfum d'indécence? Alors, de toute façon, à partir du moment où Zemmour se permet de parler, il y a non pas un parfum déjà, mais une odeur exécrable d'indécence. Il y a une phrase qu'il a dite, je crois que c'était sur BFM, je voulais vous la lire pour vous dire à quel point on a dépassé le seuil de l'indécence, mais plutôt le manque d'humanité totale concernant le drame que vit cette famille. Je sais très bien que chaque mot qu'il utilise est vraiment avec une visée précise. Donc il dit, je cite, « Nous vivons un moment historique où le peuple français est occupé par un peuple étranger qui est en train de le remplacer. Et cet enfant en est le symbole. Chaque meurtre contre un Français par un étranger est un francocide. »
Donc, moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est que on a préféré donner plus de valeur finalement en tout cas de par tous ceux qui peuvent soutenir la thèse de Zemmour, on donne donc beaucoup plus de valeur à ce qu'un monstre, d'accord, parce que c'est pour moi ça peut pas être un être humain, d'accord, ce qu'un monstre va faire à un enfant, qu'au respect d'une famille qui demande en plus, elle le nomme. On ne veut pas de récupération politique. Très digne d'ailleurs la famille, faut le dire. Hein. Extrêmement digne et en même temps, on ne respecte pas cette dignité. C'est ça. On en profite finalement pour faire passer des messages. Et c'est dire Christophe, c'est dire la capacité à aller plus loin que l'horreur. Pour moi là, ce qui vient de se passer, c'est pas de l'indécence, c'est aller plus loin que l'horreur. Ouais. C'est très grave. Parce que peu importe que ça reste un homme qui a voulu poser les pieds dans le monde politique, qui est soutenu par un univers politique, qu'on veuille ou non, d'extrême droite, voire plus, des groupuscules, comme on le sait, qui sont présents. Et c'est donner de la valeur à des paroles telles que ce que cet homme a dit. Pour moi, c'est vraiment faire perdre toute dignité à une famille qui souffre aujourd'hui. Et c'est dire à quel point on ne peut pas se fier à ce genre de personnes dans la gouvernance de la politique et la manière dont ils la voient et la visualisent. Ouais, Philippe, il y a de l'indécence, beaucoup d'indécence dans cette affaire-là, dans les récupérations, dans les déclarations politiques. Le mot indécence est faible. J'ai été... ça m'emmerde même de dire ça. J'étais un des premiers à tweeter l'horreur de Lola et immédiatement à dénoncer la récupération de l'extrême droite. Surfer sur un truc, effectivement, dire que si cette personne avait été expulsée de France, la petite serait pas morte. C'est placide, parce que c'est une évidence. Si le chauffard qui a bu ce matin n'avait pas bu et qui n'avait pas pris le volant, n'aurait pas tué le piéton sur le passage, tu vois, c'est aussi dingue. Si tu t'es pas mis de la crème solaire, tu ne serais pas brûlé la peau au soleil. C'est aussi stupide que de dire ça. Mais dans une émotion où on a tous été frappés, moi je t'assure que j'ai pas dormi de la nuit. Le jour de cet acte horrible, atroce, inhumain, voilà, il n'y a pas assez d'adjectifs qualificatifs abjects pour pouvoir dénoncer ce qui a pu arriver à cet enfant. Moi, j'ai une fille de 9 ans, j'ai un fils de 13 ans, j'ai un petit de 3 ans. C'est comme si c'est notre enfant. Ça nous prend dans notre voilà. Clairement, Philippe. C'est notre enfant qui est parti. J'ai une fille de 12 ans. Tu imagines à quel point je l'ai vécu dans mes tripes. Et bien à un moment donné, je pense que la majorité, voire toute la population française, elle est horrifiée par ce qui se passe et on est dans une empathie collective qu'on a réussi à transformer en dégoût de par ce qui se passe d'un point de vue politique. Complètement. Et la dignité de cette famille qui appelle il y a un rassemblement aujourd'hui, enfin il y a une cérémonie dans une église à Paris, il y a un rassemblement à Fouquerel, et qui dit... et la petite est même pas enterrée encore. Hein. Ouais, qui dit, laissez vos écharpes, laissez vos couleurs, venez, mais sans cet artifice. Tu te rends compte, ils sont dans une douleur monstre. La mère, elle culpabilise du matin au soir en se disant, parce que j'ai refusé de donner un badge à cette folle que ma fille est partie. Enfin, elle est en train de se morfondre, elle est au fond du désespoir, et le type essaye de capitaliser alors que c'est une vermine de première qui s'est fait massacrer à toutes les élections et qui essaie d'exister. Enfin, tu sais, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'il est, enfin, je la pose aux auditeurs également. Est-ce qu'il essaie d'exister ou est-ce qu'on n'arrête pas de tenter de le faire survivre de par les médias? Voyez, attendez, moi je vais faire court et je vais mettre court à notre discussion. Il a réussi. Regardez, on est sur une Radio France Maghreb 2 et on parle encore de lui. Mais stop! Il a réussi encore son coup. Moi je suis désolé dès le départ sur cet acte abominable qui a bouleversé tout le monde, mais dont là encore dans les tripes, moi je l'ai mis tout de suite sur le problème de la psychiatrie. C'est une SDF qui a des problèmes psychiatriques comme
beaucoup de SDF aujourd'hui en France. Un SDF sur 3 a des troubles mentaux, la schizophrénie, la double personnalité, etc. 9 sur 10 ne sont pas soignés parce qu'en France, et c'est le grand scandale de l'État, nous n'avons plus assez de médecins pour soigner les problèmes psychiatriques aujourd'hui en France. Et donc c'est un vrai scandale d'État. Et il y en a alors attends, bouge pas parce que c'est intéressant ce que tu dis. Je fais glisser, je mets 2-3 billets dans la caisse et on est de retour. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. LGF, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Bouriaki, Sabrina Gassim-Artiste et Nicolas Jeannetet. Dans un instant, on sera en direct avec la sous-préfète de Seine-Saint-Denis. On dit sous-préfète d'ailleurs. Pour faire le bilan de la semaine de l'intégration qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Madame Cécile Raquette, ça ne s'invente pas. On parle de l'affaire Lola bien sûr et de toutes ces déclarations politiques. On parlait de Zemmour, mais on peut aussi parler du Rassemblement National qui en a fait tout autant, de la récupération politique. Je vais poser la question clairement, après qu'on pourra éventuellement parler de la psychiatrie. Et j'ai envie de dire, on a posé d'ailleurs une question très intéressante cette semaine sur l'irresponsabilité pénale, parce que c'est peut-être vers cela on tend avec les avocats qui vont essayer de faire jouer l'irresponsabilité pénale. Beaucoup, alors, tout le monde s'est exprimé sur cette affaire. Je veux dire, voilà, on a oublié le respect quand même de la famille. Il fallait attendre au minimum que... Est-ce que, la question est claire, est-ce que l'État français, le gouvernement, est responsable du meurtre de la petite Lola? C'est fort. C'est pas fort du tout, parce que je le pense un peu, oui. Et d'ailleurs, un des hommes politiques, je ne sais plus lequel, a soulevé cette question, où dans cette affaire, effectivement, le responsable, c'est l'État. Oui, parce que cette femme n'avait pas, elle a des problèmes psychiatriques, elle devait être prise en soin, pris dans un hôpital, soigné dans un hôpital, et aujourd'hui, je le rappelle... place dans les psychiatres. Mais c'est le grand scandale d'État, l'État est responsable, les pouvoirs publics sont responsables, nous n'avons pas aujourd'hui d'accueil suffisant, je finis juste, d'accueil suffisant pour accueillir les... Si tu regardes tous les faits divers, les grands faits divers, c'est aujourd'hui des gens qui ont des troubles psychologiques. Oui. Et aujourd'hui, en plus, après le Covid... On a tous les jours dans les transports, Nicolas. Exactement. Ben, après le Covid, mais on vient même à côté de chez nous, l'histoire du crack, aujourd'hui. Pourquoi il y a 300 toxicomanes qui ont des troubles psychologiques, qui sont des SDF à la base. Les craqueurs qui sont aujourd'hui qu'on appelle, qui ont fait les unes des journaux, ce sont à la base des SDF. Qui aujourd'hui sont rentrés dans le crack par facilité et qui n'ont pas été soignés. Nous n'avons pas d'hôpital psychiatrique fermé en France, ou tellement peu. Enfin, c'est irresponsable de la part de l'État. Il y a une absence du pouvoir public sur la psychiatrie en France. C'est un vrai scandale d'État. Oui, c'est vrai. Alors, ça, clairement, je ne peux que te rejoindre. Je suis thérapeute, donc je suis complètement dans le domaine. Et effectivement, il y a une absence. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir. Je ne suis pas psychiatre et pourtant, j'ai des gens qui souffrent de pathologies psychiatriques qui ne sont absolument pas pris en charge. Et c'est à moi ensuite de les réorienter. Et malheureusement, ils ne sont vraiment pas pris en charge. Donc ça, je ne peux que te rejoindre. Il y a un manque cruel dans ce domaine-là. Ça, c'est le premier point. Le second, à savoir, et pas des moindres, on en a parlé en antenne, mais je vais en parler là, en antenne. Tu soulèves un point assez crucial. Tu dis que c'est la faute de l'État dans la mesure où, effectivement, elle n'a pas été prise en charge. Mais moi, ce que j'en dis, c'est donner ce que je dis tout à l'heure, des miettes de pain encore aux hémoristes qui vont te dire, mais excusez-nous très cher, mais en fait, cette femme, c'est pas à la France de la soigner, puisque c'est une étrangère. Et donc, on va alimenter encore quelque part cette haine et alimenter le pouvoir qu'ils donnent sur ce qu'ils appellent les francocides, parce que c'est une étrangère qui venait de l'étranger, on n'aurait jamais dû la faire rentrer. Et puis en plus de ça... Mais Sabrina, je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Il y a une double faute de l'État. Et l'État est responsable deux fois d'avoir fait rentrer cette personne sur le sol français. Non, elle est rentrée avec un visa étudiant. Et de ne la pas avoir reconduite à la ffrontière. Elle n'avait rien à faire. Et à un moment... Elle faisait l'objet d'une OQTF volontaire, Nicolas. Faut pas dire des bêtises. Il fallait qu'elle puisse repartir. Il fallait la suivre à ce moment-là. Et on l'a perdue dans les radars. La preuve, elle a été contrôlée le 21 août à l'aéroport d'Orly au Droissy. Bon, à ce moment-là, comme elle avait une OQTF, il fallait effectivement l'inviter à repartir. Donc double faute de l'État. Oui, je suis désolé. Philippe, double faute. Est-ce que l'État est responsable de la mort de la petite Lola, Philippe, pour toi?
Non, non, on peut pas dire ça. Non, je suis pas d'accord sur ça. Réfléchis au fond, tu vas voir. Non. Je suis sûr que demain tu vas changer d'avis. Non, pas du tout. Alors qui est responsable? Qui est responsable? La folie d'une Et à quel moment on estime que la folie est responsable? Voilà. Non, mais Nicolas, la folie peut se déclencher. Il faut un moment Nicolas, dans une société, il y a des responsabilités. L'État aujourd'hui. C'est beau, ça. Nicolas. Voilà. Bon, maintenant que tout le monde se calme. Je suis très énervé là-dessus. Je comprends. Nicolas. Sur toute cette récupération politique. Alors, la folie, je parle pas en plus de la folie qui peut arriver lorsqu'on a pris des substances, je sais pas si elle a été sous drogue ou pas, sous crack, sous acide, sous amphète, etc. Et ça va très vite. On a vu des gens dépérir en l'espace de quelques semaines, d'être des gens... Quelques jours même. Quelques jours, ça va hyper vite. Et le crack, dès la première bouffée, vous devenez accro et vous devenez complètement dingue. Et vous ne pensez qu'à ça, vous êtes prêt à faire les pires dingueries du monde pour là, c'est différent. Elle n'était pas dans une... Je mets un contexte, Nicolas. Un état... Nicolas. Voilà. J'ai trouvé la solution avec Nicolas. Il faut juste dire Nicolas tout doucement. C'est comme un médicament. Tu vois, on m'a posé la question si j'étais pour ou contre la peine de mort, etc. Foncièrement, je suis contre la peine de mort parce que le risque de tuer un innocent est plus important que bien sûr, condamner. C'est pas la même chose. Ben oui, non mais c'est important dans ce débat-là. Il y a plein de choses qui sont ressorties et donc il faut qu'on prenne le temps de manière assez calme et assez apaisée pour pouvoir en parler sereinement. Mais et je le dis de manière assez claire, c'est ce que j'ai dit à mes copains. Je suis pas sûr de vous dire la même chose si je rentre chez moi et que je vois quelqu'un qui vient de trucider ma famille. Je ne pense même pas une fraction de seconde que j'essaierai de le neutraliser dans le commissariat. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la peine de mort ou faire l'apologie de la justice soi-même. Je suis en train de dire qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu passes dans un autre état psychiatrique. Oui, Nicolas, laisse-moi finir. Non, c'est affreux. Depuis 10 minutes, tu racontes les faits. Nicolas, laisse-moi finir parce que l'auditeur qui est là, c'est affreux. Si vous pouvez pas terminer, mais je vous le dis, moi, je te l'ai dit, Christophe, c'est indécent, c'est pas normal et des débats comme ça me convient pas. On débat. Mais non, on débat pas. Tu fasses un monologue. Ben si, quand t'as parlé, je t'ai pas arrêté, je t'ai pas coupé. Non, tu étais sur ton téléphone en train de faire autre chose. Oui, mais justement, j'étais en train de dire Nicolas Jadonnet je pense que c'est un sujet qui est important, qui vaut la peine de allez, non, mais il faut un grand débat là-dessus. Et je suis en train de dire que c'était juste pour te faire la démonstration que la folie nous guette tous à un moment donné. Si Nicolas, tu aimes ton enfant plus que tout au monde, si quelqu'un faisait du mal à ton enfant, le raisonnement de la peine de mort, tu te poserais même plus la question si tu attrapais la personne qui te le faisait. Donc l'antre de la folie. Non, je suis persuadé. Écoute, pour avoir vu des situations juste surprenantes. Non, mais c'est le sujet général. Mais on n'est pas en train de parler de la peine de mort, on est en train de parler de la responsabilité. Et donc, à quel moment l'État sera responsable si moi je viens et que je fais un carnage sur une bande qui ont fait du mal à ma fille? À quel moment l'État doit être responsable à ce moment-là? Non, j'ai envie de dire que Philippe l'a apporté à tempérer un peu les choses et j'aime bien en tout cas. Merci mon Philippe. Je t'en prie. Dans un instant, merci, je m'en vais. Notre invité, je m'en vais, je prends la porte alors. Attends, tu préfères Philippe à moi je m'en vais. Dans un instant, si tu mets des notes sur les chroniqueurs et des je t'aime ou je t'aime pas, je t'aime pas. Ça suffit. Dans un instant, notre invité, soyez sérieux, madame la sous-préfète de Seine-Saint-Denis sera avec nous. Le LGF, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h. On a plaisir de vous retrouver avec chaque jour le débatteur aujourd'hui en plateau. Sabrina Gassim, artiste qui est auteur et thérapeute. Philippe Bouriaki, conseiller régional et puis porte-parole national bien sûr de l'écologie au centre. Et monsieur Nicolas Janotet, élu au Conseil de Paris, maire adjoint au maire plutôt dans le 15e en charge de la sécurité et directeur des centristes. Messieurs, toute la semaine on en a parlé bien entendu et dans le cadre de cette émission du Grand Forum, nous avons consacré chaque jour une rubrique sur la semaine de l'intégration qui a lieu du 17 octobre au 21 octobre. Des primo-arrivants, cette semaine nationale initiée par la Direction Générale des Étrangers en France du ministère de l'Intérieur est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, et les partenaires locaux. Et donc j'ai bien parlé de la préfecture du 93, Seine-Saint-Denis. Nous sommes en ligne avec madame la sous-préfète Cécile Raquette. Bonsoir madame la sous-préfète. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous vos auditeurs et aux personnes présentes avec vous. Merci madame la sous-préfète. Donc cette semaine de l'intégration, comment s'est-elle passée? Quel bilan en tirez-vous?
Alors tout d'abord, je vous remercie pour ce temps de passage et surtout je vous remercie d'avoir relayé tout au long de cette semaine les nombreuses actions et dispositifs qui sont mis en œuvre par les acteurs mobilisés sur ces sujets de l'intégration et de l'accueil des réfugiés. Nous en tirons un bilan très positif puisque cela nous a permis de mettre en lumière les différentes actions, les différentes initiatives prises sur le département, de créer des synergies entre les partenaires qui travaillent sur ce sujet, qui ne se connaissent parfois pas. Donc c'est important, je pense, quand on œuvre dans la même direction, de se connaître pour amplifier, je dirais, l'efficacité de nos actions. Et cela nous a aussi permis de rencontrer notre public qui était concerné, les primo-arrivants, de pouvoir écouter de leur expérience, leur donner aussi, je pense, par le témoignage d'anciens primo-arrivants devant eux, une confiance en eux et un espoir sur leur situation en France. Alors c'est vrai qu'en réalisant ces interviews, j'ai appris énormément de choses au travers des différents partenaires locaux que j'ai eu l'occasion d'interviewer par téléphone tout au long de cette semaine, en faisant partager auprès de notre auditoire. On a appris quand même qu'il y avait tout un cursus qui était mis en place pour les primo-arrivants, organisé sur tous les sujets en question, donc pour apprendre le français, pour leur apprendre leurs droits, pour également les accompagner jusqu'à l'école, pour leurs enfants. C'est vraiment toute une structure qui est mise en place pour accompagner l'accompagnement des primo-arrivants. Tout à fait, et d'ailleurs c'était assez satisfaisant d'entendre que certains anciens primo-arrivants et qui maintenant travaillent dans ces structures qui aident à l'accueil ou travaillent dans des services de l'État, faisaient le constat que lorsqu'ils étaient arrivés il y a 30 ans en France, il n'y avait malheureusement pas encore tous ces dispositifs mis en œuvre, alors que le droit d'asile, je dirais, est une constante dans l'histoire, ça remonte à l'Antiquité au moins. Et en France, rappelé à la Révolution française, les conventions internationales, enfin on va pas nécessairement refaire tout l'historique du droit d'asile en France, mais c'est quelque chose qui remonte à fort longtemps et qui, je dirais, peut aussi peut-être tous nous concerner un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la Seine-Saint-Denis, c'est vraiment un sujet d'importance qui explique sûrement cette grande mobilisation de tous les acteurs, puisque sur 1,6 million d'habitants en Seine-Saint-Denis, nous avons 20% d'étrangers, 340 000 personnes qui ont un titre de séjour, 126 000 personnes qui sont naturalisées. Donc je pense que cette forte présence de personnes qui sont passées par cette situation explique sûrement cette dynamique. Et pour vous donner un ordre d'idée pour la préfecture, nous avons eu 7400 demandes de titres de séjour en septembre 2022, donc ça fluctue d'un mois sur l'autre, on en avait 4600 en août, et nous avons à peu près 500 demandes d'asile par mois. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose pour la préfecture de Seine-Saint-Denis qui est très important, et sur une année on édite à peu près 85 000 titres. Nous avons aussi d'ailleurs consacré un petit point dans cette semaine de l'intégration pour remercier tous les agents de la préfecture qui travaillent sur cet accueil des étrangers, pour remercier également les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On a organisé un petit événement autour de la diffusion de témoignages de primo-arrivants, ce qui était à la fois, je dirais, ludique et amusant par certains témoignages, d'autres fois très émouvant, et je pense que ça a permis aussi à tout le monde de se rendre compte de sa tâche dans une chaîne sur l'intégration des primo-arrivants. Madame la sous-préfète Cécile Raquette avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour faire le bilan donc de cette semaine de l'intégration. Alors on a évoqué pas mal de choses qui fonctionnent plutôt bien. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, Madame Raquette, il faut le dire. Notamment, Philippe Bouriaki, ici présent, conseiller régional avec nous, souhaite vous poser la question sur justement se rendre à la préfecture et obtenir un rendez-vous. Philippe, c'est un problème. Oui, merci infiniment, Madame la sous-préfète. Je connais l'investissement que vous faites dans ce département que beaucoup jugent de difficile, alors que il est juste extraordinaire et merveilleux des gens qui l'habitent et qui l'animent. Nous avons le même problème dans le Val-de-Marne, et j'ai été sollicité plusieurs fois sur le 93 et je les ai renvoyés vers mon ami et conseiller régional Kader Chiban. Il y a un vrai souci sur la plateforme pour prendre rendez-vous pour le renouvellement de titres de séjour, ainsi que pour les demandes de naturalisation.
Que comptez-vous faire, que compte faire l'administration pour y remédier, puisque plus personne maintenant n'est reçu en préfecture s'il ne prend pas rendez-vous? Est-ce que c'est vrai d'abord? Alors, ce qui est indéniable, c'est que les personnes qui demandent un titre, un rendez-vous, trouvent toujours que les choses sont trop longues. Ce n'est pas le cas, en tout cas, pour les demandeurs d'asile, parce que là, nous avons une procédure spécifique qui fait que les demandeurs d'asile, ceux qui arrivent en France, vont appeler un numéro de téléphone unique, une plateforme téléphonique qui comprend les 8 départements franciliens et qui est gérée par l'OFII. Leur appel est immédiatement géolocalisé et orienté vers la SPADA la plus proche, la SPADA, le service de premier accueil des demandeurs d'asile. Une fois que la SPADA est en contact avec eux, elle va se mettre en relation avec la préfecture pour qu'ils soient reçus au GUDA, au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile, et en moyenne, c'est 1 à 2 jours, donc entre cet appel à la SPADA et le rendez-vous en préfecture. Parfois, ça peut atteindre 5 jours pendant quelques périodes que l'on a eues qui étaient plus tendues, mais en tout cas, pour les demandeurs d'asile, nous nous engageons à tenir ce délai. Après, il y a différents cas de figure qui sont jugés moins prioritaires. Par exemple, les personnes qui demandent leur admission exceptionnelle au séjour, qui sont des personnes en situation irrégulière mais qui veulent présenter leur dossier pour voir si elles rentrent dans le cadre des textes leur permettant d'être régularisées, sont le point sur lequel il y avait eu le plus de difficultés. En effet, les gens n'arrivaient pas à se connecter ou très difficilement pour prendre un rendez-vous. Donc on avait déjà conscience de ce point à améliorer. Il y a eu une décision du Conseil d'État au mois de juin 2022 qui nous a amené à revoir les choses. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus pour eux ce système de prendre rendez-vous en ligne sur cette application ministérielle qui posait manifestement des difficultés, mais maintenant on a un système où la personne dépose son dossier sur démarche simplifiée de façon numérique, sachant qu'il peut aussi l'envoyer par voie postale, ce qui permet aux agents de la préfecture, en recevant les pièces, de faire cette préinstruction et de fixer ensuite le rendez-vous. Donc nous, ce qu'on a constaté, en tout cas dans le 93, je ne sais pas comment c'est dans le 94, c'est que ça permet vraiment un accès facilité pour l'usager et ça a baissé grandement le phénomène de tension sur ces dossiers. Parfois, et je pense que c'est ce à quoi vous faisiez référence aussi, monsieur le conseiller régional, on a des personnes qui se trouvent dans une situation où leur titre de séjour va bientôt expirer, le rendez-vous donné va créer une situation de rupture de droit, et dans ces cas-là, quand on est saisi, nous nous mobilisons pour faire passer la personne avant les autres et éviter ces situations qui peuvent être dramatiques, en effet, pour la personne qui attend son rendez-vous. Donc, on ne nie pas qu'il y a eu et qu'il peut y avoir des difficultés, mais en tout cas, nous faisons en sorte... Vous y travaillez pour arranger les choses. Ouais. On a réussi à obtenir 6 personnes en plus du ministère pour travailler sur le droit des étrangers à la préfecture. Donc c'est bien quelque chose qui est connu, qui est pris en compte. Parce que c'est vraiment ça aussi que je voulais mettre en exercice. En tout cas, je vous remercie de votre franchise et des éléments que vous nous avez apportés à notre connaissance. Mais c'est vrai aussi, à décharge des préfectures, que ces services-là sont les moins prisés, parce que c'est des services très difficiles, sur la charge de travail, mais aussi sur les situations vécues, mais ça rigole en studio pour autre chose, là. Il faudra que ça s'arrête. Mais en tout cas, c'est vrai que les moyens humains sont défaillants et il faut que le ministère vous permette de pouvoir traiter les dossiers de manière humaine et digne. C'est ce qui... Pour vous donner un ordre d'idée, à la préfecture, la direction des étrangers, c'est 200 agents sur les 800 agents de la préfecture. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on met aussi nos moyens. Alors, mais c'est vrai, comme vous le dites, que c'est vécu comme un service qui est difficile parce que la charge de travail est importante, avec cette pression aussi de se dire l'usager est mécontent, la charge émotionnelle aussi parce qu'il
ils voient des situations qui sont difficiles, et je pense que tout ça explique que certains ne veulent pas travailler au service des étrangers, d'autres au contraire s'y épanouissent et y restent très longtemps, heureusement pour nous. Madame Riquette, Madame la sous-préfète, pour cette semaine de l'intégration, vous avez été visiter tous les partenaires locaux tout au long de cette semaine, vous avez été les rencontrer, écouter aussi ce qu'ils avaient à vous dire sur le terrain, sur le retour qu'ils font de leur travail, voilà, comment ça s'est passé, vous êtes parti les voir ? Oui, je suis allée chez tous les partenaires que vous avez entendus, notamment au cours de votre semaine, donc des partenaires associatifs, donc associations qui œuvrent pour le droit des femmes, notamment associations qui mettent en œuvre les services civiques, puisqu'on a aussi des réfugiés qui peuvent s'investir comme service civique, ce qui leur permet, comme pour les Français, une première expérience professionnelle. Nous avons vu aussi différentes structures, la SPADA, ce que fait l'Éducation nationale pour ouvrir l'école aux parents, pour leur permettre de suivre les enfants et d'optimiser leur réussite. Nous avons aussi eu de rencontres en lien avec l'emploi, que ce soit la Société du Grand Paris, qui recrute, comme vous vous en doutez. Absolument, on les a eu au téléphone d'ailleurs. Ouais. Avec l'OFI aussi, aujourd'hui nous avions la journée 4 organisée par l'OFI qui est sur l'embauche, donc c'est aider les étrangers à savoir se présenter, à valoriser leur parcours professionnel, parce que si parfois ce à quoi on est confronté, c'est que des personnes dans leur pays avaient un niveau de diplôme élevé ou des compétences particulières recherchées, et il faut favoriser, je dirais, l'aspiration de leurs compétences pour nous. Ce qui est souvent un frein et qui est vraiment le premier point sur lequel il faut travailler, et donc on a aussi fait des visites en lien avec ça, c'est la maîtrise de la langue française, parce que c'est un préalable qui est nécessaire pour l'emploi, pour s'intégrer, et il faut vraiment éviter le repli des gens sur eux qui ne se mettraient pas en situation de pouvoir parler et donc progresser en français. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Madame la sous-préfète, une question d'un élu aussi qui est sur le plateau. Il est élu au Conseil de Paris, élu également en charge de la sécurité dans le 15e, directeur des centristes, Nicolas Jeannetet. Madame la sous-préfète, bonjour. Juste une question très simple. Allez-vous mettre... moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes mineurs, au MNA. Et donc, allez-vous mettre en place ce fameux fichier biométrique qu'aujourd'hui Paris et la Seine-Saint-Denis refusent de mettre en place? Je rappelle aux auditeurs que le fichier biométrique, c'est une loi, je crois, de 2019 et qui oblige les départements à inscrire alors c'était jusqu'à maintenant après une option, mais qui propose aux départements d'inscrire les jeunes mineurs isolés qui se présentent dans un fichier central et qui permet d'optimiser à la fois l'accueil et d'éviter effectivement qu'un faux mineur ou qu'un jeune majeur se présente à plusieurs aides sociales à l'enfance pour bénéficier d'aides et à chaque fois effectivement recourir à des aides supplémentaires pour séjourner sur le territoire. Alors, vous allez avoir l'impression que je botte en touche, mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, comme vous le rappelez, c'est à la main du conseil départemental et ce n'est pas la préfecture qui agit sur, je dirais, ce traitement des mineurs vrais ou supposés qui se trouvent sur le territoire français. Nous, pour les adultes, c'est clair qu'à partir du moment où les personnes rentrent dans une démarche et dans un dossier de demande de pièces d'identité, il y a la prise d'empreintes, des photographies pour s'assurer de la validité. Comme nous les Français d'ailleurs, pour faire une carte d'identité aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Et donc voilà, sur le fichier biométrique, c'est vraiment pas quelque chose qui relève de notre main, et le conseil départemental gère, très bien, je dirais, à sa façon ce sujet, sachant que vous avez rappelé l'existence d'une loi. Après, je suis pas là pour commenter ce que fait le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors, Madame la sous-préfète, merci d'abord d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait avec nous le bilan de cette semaine, et puis je vous remercie parce que vous avez fait découvrir à nos auditeurs et à moi-même d'ailleurs plein de structures, et on a
ainsi mieux comprendre, je vais y arriver, comment bien fonctionne un petit peu la demande pour les demandeurs d'asile, pour les primo-arrivants, comment cela fonctionne, quelles structures sont mises en place pour les accompagner, les aider, les orienter, et bravo à tous ces acteurs associatifs et non d'ailleurs, d'avoir parlé de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, de sur quoi ils agissent. En fait, ces acteurs un peu silencieux et qui ont un rôle considérable pour les primo-arrivants. Un grand merci à vous, Madame la sous-préfète, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est moi qui vous remercie encore pour cette mise en lumière que vous avez fait pendant toute cette semaine. Merci beaucoup, à très bientôt, Madame la sous-préfète de Seine-Saint-Denis, donc Cécile Raquette, à très bientôt, merci beaucoup. Dans un instant, on change de sujet, quoique... Si, on change de sujet. On va parler évidemment des 40 enfants et 15 femmes qui ont été rapatriés du nord de la Syrie. Dans la battle, la question que l'on pose, êtes-vous favorable à leur retour sur le sol français? Alors évidemment, on ne parle pas des enfants, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, que les enfants, de toute façon, n'ont rien à faire dans des camps, qui est puisé dans une insécurité importante et dans des conditions absolument dramatiques. Et surtout, mon cher Christophe, des enfants souvent qui sont nés là-bas. Nés là-bas, absolument. Nés là-bas. Voilà. Donc il faut essayer évidemment de les sauver. Par contre, la question se pose concernant les femmes. Il y en a 15, mais c'est pas 15 depuis hier, hein. Il y en a eu quelques autres, évidemment. Il y en a eu 70 avant. 70 depuis avant. 2019. Si on rajoute, ça peut être donc 85 femmes qui ont été rapatriées par la France. On a l'impression quand même qu'on fait un peu du cas par cas dans cette histoire. On y va en tatillant, on hésite un peu. Bref, on en parle dans un instant. Êtes-vous favorable à leur retour sur le sol français? 01 40 33 9000. On débat dans la battle à suivre sur France Maghreb 2. Restez avec nous, à tout de suite, les amis. Notamment. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Monsieur Bouriaki, Philippe Bouriaki, il est conseiller régional, il est aussi co-porte-parole de l'écologie au centre. Il y a combien d'adhérents? Combien d'adhérents, Philippe? Pardon Philippe, on oui. change de sujet. 8000. Pause publicitaire. 8000. 8000 à jour de cotisation. Ah ouais, pas mal, pas mal. Monsieur Nicolas Jeannetet est également élu au Conseil de Paris, ainsi que adjoint au maire du 15e en charge de la sécurité et directeur de Centriste. Combien d'adhérents, Centriste? Moins de 8000. Aujourd'hui, donc l'écologie au centre, vous pas? Je suis désolé, j'avoue. On va faire une opère, Il y a une panne d'adhésion dans beaucoup de partis politiques, et nous, on en est victimes. Je pense que les gens attendent et sont perdus en ce moment. Ah oui. Très inquiet, très inquiet. Ouais. Ma chère Sabrina, toi t'es pas concernée par ce type de choses, hein, puisque, Absolument pas. Ouais. Toi, J'ai mon mot à dire, mais je suis pas concernée directement. Ouais, c'est ça. Oh, le standard explose là. Bah, je sais pas s'il explose en tout cas. Évidemment, on va pouvoir parler d'un sujet très important, les amis. Dans une battle, hop, on va mettre ça à l'antenne, dans une battle qui concerne évidemment le sujet des 40 enfants. Je sais pas d'ailleurs si le mot battle est le bon terme là, sur ce sujet-là. Bon, si c'est pour remettre en cause tout ce que je fais, tout ce que je dis dans cette ça me fait revirer de toute façon. Mais attends, même pas, alors je m'en vais. Attends, ça suffit. Je vous demande de vous arrêter. Pas lui. Il est dans le 15e en plus, il est dans le 15e. Ah ouais? Il est plus à Chamonix? Il est élu du 15e à la base. Alors, je précise donc que 40 enfants et 15 femmes ont été rapatriés. C'est ce qu'on a appris. Ça s'est passé hier. Le 20 octobre. 20 octobre, c'est quand même mieux le micro ouvert, merci. Voilà. Sachez quand même que les femmes qui ont été rapatriées ont été remises à la justice. Des enfants dans des familles d'accueil. La question que l'on vous pose, êtes-vous favorable à leur retour sur le sol français? Et là, je parle uniquement des femmes et non pas des enfants, puisqu'on est d'accord que pour les enfants, c'est tout à fait naturel et normal. Ça pose question, ça fait débat, et on en parle ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Nicolas Jeannetet, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es favorable au retour de ces femmes qui ont fait le choix de partir en Syrie? C'est évident aujourd'hui qu'il faut les accepter. Il faut les accepter avec leurs enfants. On peut pas lier les deux. À un moment, tu parlais des enfants, oui, les femmes. On peut. La question était, fallait-il laisser grandir ces enfants dans des conditions, et leurs mères, dans des conditions aujourd'hui déplorables dans les camps syriens? Fallait-il rapatrier au plus vite afin qu'elles soient protégées et que ces enfants soient protégés? Aujourd'hui, la question ne se
discute pas. Alors, surtout qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a plein de choses dans le casque là. Effectivement, c'est normal. Il y a un truc qui s'appelle un chrono et justement, quand le chrono se termine, normalement, tu dois avoir fini ton argumentaire et pour laisser pas la parole et on a le droit de se couper. Je précise dans la battle. Ah mais non, Philippe, il aime pas qu'on coupe. Alors moi, je continue. Il fait du monologue toute la journée. Très tôt, quand je suis né, donc. Alors, c'est intelligent. Alors, Monsieur Boyaki, est-ce que vous êtes favorable, Monsieur Boyaki? Ça éveille. Monsieur Boyaki, est-ce que vous êtes favorable à ce que les femmes reviennent en France? Est-ce qu'on les accueille sur le sol français? Si elles représentent une menace ou un danger pour l'intégrité de notre territoire, non. Comment on peut le savoir? Tout dépend. Est-ce qu'elles sont parties rejoindre et suivant leur mari qui eux étaient des fanatiques fous furieux et elles par amour l'ont suivi? Ça, c'est quelque chose de compréhensible. Si elles sont parties au contraire pour prendre la Kalachnikov et combattre au nom d'une idéologie, non. Donc tu rejoins la position en 2018 du procureur Moulin. Les enfants et les femmes de ces djihadistes sont aujourd'hui des bombes à retardement. Non, les enfants, je ne pense pas, parce qu'on peut les déprogrammer et les reprogrammer pour autre chose. Oui. Mais là, on parle de manipulation mentale, de programmation mentale. C'est les neurosciences appellent Idriss Abakian. Il pourra t'expliquer peut-être mieux que moi. Mais le conditionnement fait qu'un enfant peut être conditionné à devenir une bombe à retardement ou à aimer son prochain. Tout dépend de l'environnement dans lequel il grandit, dans lequel il évolue. Mais une personne qui est adulte, qui est radicalisée et qui part pour être capable de faire s'exposer pour sa propre conviction, ça devient une mission là, on parle aussi de beaucoup de femmes qui ont suivi leur mari. Mais c'est ce que j'ai dit juste avant. Est-ce que c'est des femmes Je vais quand même prendre la parole si vous voulez. Et donc, c'est au cas. Sabrina veut s'exprimer et c'est très important qu'on l'écoute aussi. Voilà, Sabrina. Voilà, qu'en même temps, je voulais donner mon avis et en même temps rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que parmi ces femmes-là, quand même, à la base, effectivement, c'était des femmes qui avaient rejoint les territoires qui étaient contrôlés par Daesh de 2012 à 2019. Mais elles étaient avec leurs 40 enfants, sachant qu'il y a des orphelins parmi ces enfants. Elles étaient détenues par des camps de prisonniers djihadistes. Donc, ça veut dire que est-ce qu'elles sont matrixées? Est-ce qu'elles sont conditionnées à quelque chose? Ce qui est certain, c'est que si aujourd'hui elles sont là et que aujourd'hui on sait qu'elles ont été remises aux autorités compétentes, ce n'est absolument pas pour pouvoir... Mais de toute façon, la question ne se pose pas. Elles étaient sur une zone irako-syrienne et aujourd'hui, de toute façon, elles sont considérées comme terroristes. Donc, quand elles reviennent, comme l'a dit d'ailleurs Christophe, elles sont remises à la justice. Alors, pour les plus, celles qui sont, l'enquête le prouvera, elles sont incarcérées tout de suite. C'est difficile, Nicolas. Comment tu peux faire pour savoir quel rôle elles ont joué réellement? Elles sont, de toute façon, elles reviennent, Christophe, elles sont considérées aujourd'hui comme terroristes. Donc aujourd'hui, elles sont tous, d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, incarcérées. Bon, et après, il y aura un jugement. Ils n'ont jamais pris une arme, qui n'ont fait qu'elles restent à la maison voilà. Mais comment il peut le prouver? C'est ça le truc. Lorsque tu reviens d'une situation de conflit et que tu es parti en tant que combattant, parce que j'aime pas dire le mot djihadiste, etc., parce que ça dénature le mot djihad qui est le combat contre soi-même. Exactement, et donc, ça porte préjudice à nos... Non mais c'est vrai, franchement, c'est pour ça, moi... Non mais la dernière fois, je me suis fait tacler par un pseudo-journaliste qui me dit « Ouais, vous n'avez jamais dit le mot islamisme !» Je dis « Oui, je sais !» Il me dit « Mais pourquoi ?» Je dis « Tout simplement parce que dans le mot islamisme, il y a le mot islam. » Donc, par conséquent, en disant islamiste, vous faites l'amalgame avec l'islam. Trouvez un autre mot, terroriste, fondamentaliste religieux, moi ça me va, mais le mot islamisme, vous ne l'entendrez pas dans ma bouche. Parce que là, vous êtes en train de porter préjudice à 5 millions de mes compatriotes, avec qui j'ai aucun problème, qui mènent leur foi et leur religion. Non mais j'ai été élevé dans l'universalisme, donc moi j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ces mecs-là sont partis faire le djihad, ils sont partis combattre au nom d'une idéologie et qui représentent absolument pas les musulmans du monde, pas que de France, mais du monde. Et donc, par conséquent, lorsque tu as été pris en otage ou que tu as été combattre, etc., avant de revenir, tu passes dans des cellules de dégrisement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si, quand tu étais en garde à vue, c'est la même chose, sauf que là, c'est la DGSE. Et crois-moi que c'est un des services les plus performants au monde avec les Américains, avec les Israéliens, etc. Mais la DGSE ont cette faculté de faire une analyse et te dire si la personne peut représenter un danger ou pas pour la France.
Et si elle représente un danger pour la France, après il y aura toujours une ou deux brebis galeuses qui réussira à passer à travers les mailles. Mais c'est des professionnels qui savent très bien. Après, il faut les suivre d'ailleurs, ces femmes. Il faut les suivre. Alors, on accueille Hassan de Colombes qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Quel est son avis à mon Hassan? Bonsoir. Salut Hassan. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Alors j'ai rien entendu depuis le début parce que je cherchais à comprendre. Alors vous les appelez pourquoi alors? Ça intéresse énormément de monde. Alors moi je dis oui 3 fois. Et je m'explique. De quoi on parle? Pour moi, c'est vraiment le fait de poser la question, c'est une question franco-française. De quoi on parle? On parle des Françaises d'abord. Il faut préciser. C'est des jeunes filles françaises qui sont parties. Je ne vais pas juger la partie technique, mais c'est d'abord, ce sont des filles françaises qui ont des enfants aujourd'hui. Comment peut-on séparer, admettons qu'on va les séparer, comment peut-on séparer une femme de son fils? Maintenant, ces femmes-là... Bon, alors elles ont été séparées. Écoutez, excusez-moi, Hassan, petite précision. Hassan, juste une petite précision. Tu dis comment on peut séparer les mamans de leur fils ou de leur fille. Je te dis que même si elles sont rapatriées, et c'est le cas pour certaines d'entre elles, sont séparées. Oui, elles sont séparées. Il y a une différence. Il y a une différence. Attends, on laisse terminer Hassan. Je dis oui par hasard. Oui. Je vous explique. Enfin, en tout cas, je m'explique. Ces jeunes filles, il faut savoir quand même, il y en a plein qui sont partis du collège à 14 ans, d'autres du lycée à 16 ans. Et qu'est-ce qu'elles ont vécu? Pendant 4 ans, 5 ans, voire plus, elles ont vécu dans les tentes, dans les camps. Uniquement dans les camps. Après, toutes ces jeunes filles... Elles n'ont pas choisi la radicalité de leurs parents, forcément. Des gens, excusez-moi, des gens de la justice. Je suis sûr et certain que toutes ces jeunes filles, elles sont suivies. Il y a des enquêtes sur elles. Il y a des dossiers sur elles. Donc pourquoi moi je dis qu'il faut les emmener? Parce que moi je préfère qu'elles viennent en France, qu'elles soient jugées. Tout à fait. Alors il y en a certaines qui ont participé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je préfère qu'elles soient jugées ici chez nous, qu'on les détienne et qu'on sache qu'est-ce qu'elles ont fait. Peut-être qu'elles sont il a entièrement raison. C'est pour un retardement. Oui, merci. Parce que là-bas, il n'y a pas de justice. Là-bas, il n'y a rien. On ne sait pas comment on va les traduire. On ne voit pas comment on va les endoctriner, etc. Attends. C'est pour ça que Hassan, écoute-moi. Non, il nous entend pas, Hassan. Il est parti dans son Hassan. Oui, Hassan, juste s'il te plaît, j'ai juste une question à te poser. Tu as dit, je préfère qu'elle vienne en France pour être jugée. Mais comment veux-tu qu'on juge quelqu'un qui n'a pas fait de crime en France? C'est pas à nous de juger, c'est l'État où il a fait un crime. Non mais c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de compétences. Je dis simplement, c'est pas il y a quand même des femmes, il y en a qui avaient des mandats d'arrêt. Oui, mais attention, il ne faut pas confondre toutes les femmes. Il y a les femmes qui ont un mandat d'arrêt international. Là, elles vont d'ailleurs directement en prison, par la case prison, et elles seront jugées. Et il y a toutes ces femmes qui ont suivi, ou ces enfants même, on l'a dit, ces jeunes filles qui n'ont pas choisi la radicalité de leurs parents et qui sont partis en Syrie avec les parents. Donc ces jeunes femmes, il faut leur donner une seconde chance. Précision importante, mon cher Nicolas, mon cher Philippe, ma chère Sabrina, amis auditrices, auditeurs. C'est qu'en France, entre 2013 et 2015, nous avons supprimé l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. On t'écoute? Ouais. Mais ça vous interpelle pas, ça? On a supprimé l'interdiction de sortie des mineurs pendant 2 ans dans ce pays. On l'a remise en 2015 quand on s'est aperçu du dégât que cela a fait. C'est-à-dire que des mineurs pouvaient quitter le territoire sans autorisation parentale pendant 2 ans. C'est une erreur. Et ils sont partis. Mais c'est plus qu'une erreur. C'est plus qu'une erreur, les amis. Bien sûr. C'est un drame. On se souvient de ces histoires, d'ailleurs, de jeunes filles qui, à 16 ans, tout d'un coup, 14 ans, partaient d'ailleurs... Parce que normalement, aujourd'hui, en toute logique, ta fille de 12 ans, mon Philippe, elle ne peut pas, ma Sabrina, elle ne peut pas sortir du territoire sans l'autorisation des parents. D'accord? Si elle a décidé de prendre l'avion, elle ne peut pas le prendre tout seul sans avoir une autorisation préalable. Ils le pouvaient, les mineurs l'ont pu pendant 2 ans, et je suis d'ailleurs scandalisé qu'aucun journaliste
Et moi, j'aimerais bien comprendre ce qui a animé poser la question à monsieur cette décision pendant 2 ans. Ben justement, j'en sais rien, mais vous pouvez vérifier. Hein, tout ce que je dis, c'est totalement vérifiable. Quelles sont vos sources, monsieur? Il n'y a qu'à regarder le journal officiel. En tout cas, voilà, c'est une précision que je souhaitais apporter parce que dans la responsabilité de ce qui s'est passé, de ces jeunes qui sont partis par centaines, voire même par milliers en Syrie. Mais c'est pour ça que je fais le distinguo. On pu le faire tranquillement. Non mais Christophe, c'est pour ça que je fais le distinguo entre celles et ceux qui sont partis par passion et amour. Et ça, je suis un être humain, je ne peux que le comprendre. Et celles qui seraient parties, parce qu'il y en a qui ont pris des armes. Et donc ça, c'est 2 choses différentes. Et celles qui sont parties avec leurs parents. Et celles qui sont parties avec leurs parents, elles sont pas responsables des choix de leurs parents. Et donc par conséquent, le degré de dangerosité, moi je fais confiance aux agents de la DGSE, aux psychologues et aux psychiatres de cellules d'érisement et de veille, et celles et ceux qui représentent un danger. Il y aura de toute façon une prise en charge claire. Et elles vont pas être balancées dans la nature en France. Mais même les enfants, qui sont aujourd'hui accueillis, ils sont aussi, alors je parle pas de cellules d'érisement, mais ils sont d'abord suivis dans des familles d'accueil avant de remettre éventuellement à des grands-parents ou à un oncle ou à une tante. Les familles d'accueil, il y a un gros sujet aussi là-dessus. N'en parlons pas, je peux en parler parce que effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a un gros sujet là-dessus. Il y avait le fameux reportage sur M6 qui a été d'un scandale total. Bon, mais on en reparlera pour faire une émission là-dessus. Là, je t'en parle. Mais effectivement, même les enfants, ils seront suivis, même pendant des années, par les renseignements généraux pour voir si effectivement ils peuvent pas provoquer. Mais est-ce qu'on a les moyens au niveau des RT ça. Non, RT n'existe plus. Non, mais RT c'est forcément territoriaux, c'est des anciens RG. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça coûte très cher et il faut surtout des agents derrière. Et donc, si c'est pour avoir comme je pense qu'il va surtout y avoir un suivi psychologique parce que ces enfants sont plus victimes de certains traumas que de futurs coupables ou futurs monstres. Alors on continue d'en parler, ma Sabrina, dans un instant au 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes favorable à leur retour sur le sol français? En un mot, oui Nicolas? Oui, bien sûr. Oui Sabrina? Oui. Oui Philippe, sous condition. Sous condition, oui, bien sûr. Avec les auditeurs au 01 40 33 9000, on va voir d'ailleurs si le sondage a évolué. Vous continuez de voter, allez-y sur Twitter, le Grand Forum FM2. C'est rapide. Une courte pause et on est de retour, à tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Philippe Boyaki, avec Nicolas Jeannetet, avec Sabrina Gassimi, artiste. Sabrina, on se posait la question en antenne, et vraiment on se la pose très sérieusement. Donc on rappelle qu'on parle dans cette battle et vous nous appelez au 01 40 33 9000. On va accueillir d'ailleurs dans un instant notre docteur qui est beaucoup intervenu sur le sujet de la Syrie, qui va pouvoir intervenir et nous donner son avis, favorable ou pas au retour des femmes. 40 enfants ont été rapatriés, 15 femmes. Ces femmes, rappelons que lorsqu'elles reviennent en France, sont automatiquement incarcérées en attendant la décision d'un juge de liberté ou d'un éventuel procès. Imaginez qu'une femme qui sorte effectivement, dont le juge décide de la libérer, etc., et qu'il y en ait une qui commette quelque chose en France. Ça pourrait être un drame national, Sabrina. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça pose question et ça inquiète le retour de ces femmes. Ça pose aussi question parce qu'il faut savoir que c'est la première fois qu'il y a autant de monde rapatrié pour la première fois. En termes de chiffres, en une seule fois, c'est la première fois. Oui, parce qu'avant, elle a raison, c'était au cas par cas. Exactement. Avant, c'était au cas par cas. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que la lumière est un petit peu plus mise sur ce sujet-là. Mais en réalité, la question que tu poses, elle aurait pu se poser depuis un moment, depuis que ça existe, même si mais là c'est un retour massif, important. D'ailleurs, parce qu'on avait interrompu en 2019, vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'il y avait un sondage qui était paru tout simplement et qui disait que 85% des Français étaient hostiles au retour des femmes et des enfants en France. Et en 2019, ça a été stoppé, la France a été condamnée et là a repris effectivement le retour de ces femmes. Alors, je précise que sur le sondage sur Twitter, ça a un petit peu monté. Le oui à 62% favorable au retour de ces femmes, 15 femmes, et les 40 enfants, mais les enfants évidemment ne sont pas concernés par cette question, puisque automatiquement tout le monde, je crois, est favorable à leur retour. Il y en a beaucoup d'ailleurs des enfants qui sont nés dans ces camps. Après, moi j'avais quand même envie de souligner quelque chose pour les personnes qui sont contre. Il y a quand même...
On pourrait, je vais aller au bout de ma pensée, hein, si on peut ne pas me couper. On pourrait s'interroger sur le fait de se dire, mais bon, après tout, ils ont voulu aller là-bas. Oui, c'est vrai, les enfants n'ont pas choisi, mais pourquoi absolument les rapatrier? Pourquoi à tout prix, en fait, entre guillemets? Mais parce qu'on ne peut pas les laisser dans des camps de la mort. Reste aller au bout de sa pensée. Si tu me permets. Donc, comme tu l'as très bien dit derrière Nicolas, c'est qu'effectivement, la France, elle a été épinglée par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU pour violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie et surtout du droit des enfants à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. On doit aussi absolument se rappeler que ils n'étaient pas dans des hôtels 5 étoiles, ils étaient dans des camps, et on va parler des enfants, mais des femmes aussi, comme on l'a très bien dit, qui pour beaucoup d'entre elles étaient mineures au départ, qui pour toutes les raisons qu'on peut évoquer, qui leur appartiennent, se sont retrouvées là-bas dans des conditions inhumaine. Donc c'est aussi à ce moment-là, on est quand même le pays des droits de l'homme. Ces femmes-là, est-ce qu'elles vont avoir une deuxième chance, en tout cas de revenir sur le territoire français et d'être jugées? C'est une forme aussi de deuxième chance, de pouvoir espérer être réhabilitées, mais c'est surtout l'espoir de pouvoir apporter une vie à leurs enfants. N'oublions pas que même si elles sont incarcérées en France, leurs enfants pourraient aller les voir quand même en prison. C'est pas la même chose que de rester. C'est pas la même chose que de rester en Syrie avec ses enfants qui sont partis en France. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr, ça, Nicolas. Il y aura des visites. C'est à définir. Par contre, ce qui est certain, c'est que la qualité de vie dans une prison française est surtout meilleure que dans le camp là-bas. Exactement. Alors on a écouté le docteur. Statistiquement, sur ces 40 enfants et sur ces 15 femmes, ils seraient restés là-bas. Statistiquement, je dis juste un chiffre hasard, mais on va être tous d'accord pour ça, pour se dire que la majorité, leur vie en fait n'a plus aucune valeur. Ils seraient décédés. Donc c'est aussi sur ce principe-là qu'on. Il y avait un taux de suicide très important dans ces camps d'ailleurs. On accueille le docteur qui est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir mes amis. Là, vraiment, ce sujet-là, je l'ai fait avec vous personnellement, Monsieur Christophe, de A à Z, de 2011 jusqu'à 2020. Oui. Toute une confusion, malheureusement. À part Monsieur Boyaya, que je lui passe un grand bonjour. Merci beaucoup. Donc les deux autres débatteurs, mais ces femmes-là, maintenant, il faut pas confondre quand ils étaient mineurs. Il a bien expliqué, Monsieur Christophe, qu'on a annulé la minorité. Ils pouvaient partir par la Turquie, qui les a accueillis et armés. D'accord? Ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal là-bas. Ils ont égorgé, ils ont tué les gens qui sont agnostiques, yézidis, etc., etc. Et là, actuellement, c'est un abandon. Allô? Oui, on écoute, docteur, allez-y. J'ai du côté de ma mère une demi-sœur qui est à Kamishli. C'est vraiment, il y a des troupes américaines qui aident là-bas, actuellement. Donc, ils étaient dans des prisons. En vertu de quoi ces femmes-là, ils ne peuvent pas être jugées là-bas. Parce que les Kurdes ont été lâchés par l'Occident et en tête la France. En tête. Les Américains sont toujours là-bas. Bon, on ne va pas rentrer dans le conflit actuel. Ces femmes-là, les gosses, vous avez bien expliqué, ils peuvent avoir des grands-parents ici, même nés là-bas, ils peuvent avoir des associations. Mais ces femmes-là sont des criminels et ils ont égorgé là-bas. Pas tout. Pas celles qui sont rapatriées aujourd'hui. Elles ne sont pas accueillies les bras ouverts en France. Elles vont être jugées pour les crimes qui ont été commis. C'est pas celles-là qui sont rapatriées. Non mais docteur, vous faites de la généralisation. En France. Docteur, pardon de vous couper, mais vous faites un peu une généralisation parce que d'abord, je pense pas que la DGSE prenne le risque de rapatrier une femme qui aurait, comme vous dites, égorgé, même si elles sont et elles passent automatiquement, rappelons-le, par la case prison. Elles sont en case prison. Est-ce que vous préférez, et c'est là une question importante qu'on pourrait se poser, est-ce que vous préférez une femme ici jugée ici, qu'on ait le temps de comprendre un petit peu son cursus, son parcours, qu'une femme abandonnée, comme vous l'avez si bien dit là-bas d'ailleurs, où elle peut s'échapper, de continuer de faire ce qu'elle faisait. Elle peut s'échapper de ces camps et commettre des actions, évidemment, que ce soit là-bas ou ici. Cette femme-là, elle s'est déjà échappée. Donc voilà, donc c'est très délicat. Merci beaucoup, docteur, en tous les cas, et je vois quand même que c'est un débat qui passionne et on sera peut-être amené à en reparler. Il y aura certainement d'autres rapatriements.
Et pour les enfants, il faut que ça se fasse vite et rapidement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette battle. Je siffle la fin. Voilà, une deuxième fois pour Vive le PSG. Exactement, vive le PSG qui joue ce soir d'ailleurs face à Ajaccio. Eh oui. C'est Ajaccio qui va gagner. Ne saurons pas, jamais. Dans un instant, le quiz et le zapping pour se terminer tranquillement cette émission. Je commence d'abord. Boyaki, Janoté, Madame Sabrina Gassim, artiste avec nous sur France. Terminé un plateau et une semaine du LGF avec un Nicolas Janotet, avec Philippe Boyaki. C'est dur, les gars. Franchement, c'est dur. Heureusement que Sabrina, artiste Gassim, est avec moi. Ça, c'est Madame Sabrina. Madame Sabrina, par contre, c'est Janotet. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Avec les petites questions, on va voir d'ailleurs si vous êtes aussi bon. Petites questions. Pourquoi les petites questions? Tiens, quel pays ne reconnaît plus Jérusalem comme capitale d'Israël alors qu'elle l'avait reconnue? L'Australie. Oui, bonne réponse. Ils ont changé d'avis. Madame Sabrina, elle est forte. Bah oui. Ça a fait très plaisir d'ailleurs de découvrir cette information. J'ai vu ça il y a quelques jours. Oui, absolument. Que fêtait la grande mosquée de Paris? Les 100 ans. Bah oui. Oui, ce mercredi. Les 100 ans. Pas été invité les 100 ans de quoi? De la construction. Ouais, la construction. De la construction. C'est la pose de la première pierre de la mosquée de Paris. J'ai pas été invité. Effectivement. Avec une visite très officielle. De Monsieur Macron. Monsieur Macron, c'est ce que je veux dire. Tiens, l'Agence nationale du médicament sonne l'alerte sur les difficultés d'approvisionnement de quel médicament? Aspirine. Oui, pas le paracétamol. Le paracétamol. Oui. Alors, il y a énorme problème de production parce que c'est un médicament qui a deux boîtes par patient en pharmacie. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre jour, je suis passé chez ma mère et j'ai ouvert la boîte le placard à médicaments et j'en ai vu 12. J'ai dit, comment t'as eu tes 12? Elle me dit, j'ai marchandé avec le pharmacien. Mais ça, vraiment, je le savais. Moi, j'ai eu un petit accident de voiture début septembre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma Sabrina? Bah, j'ai une voiture qui me par derrière en fait. Ah ouais, par derrière en plus. Ah ouais, mais je suis encore en mode j'ai eu une entorse des cervicales, la kiné, la totale. Et pour en revenir au paracétamol, quand j'ai été voir mon médecin, j'avais beaucoup de migraines, elle m'a donné mais j'ai une pharmacie de paracétamol à la maison. Ah oui. C'est pour ça que je suis comme ma mère alors. T'habites où toi aussi, t'habites où? Non mais ça me surprend même qu'on puisse en prescrire autant et d'autant plus de ce que j'entends de l'information que tu nous donnes. Non mais c'est sérieux hein, les gars, voilà. Donc, non mais c'est très sérieux. Nous on a une députée européenne qui s'appelle Nathalie Collin-Osterlé et qui a fait un rapport il y a un an. Quoi? Nathalie Collin-Osterlé. Mais pourquoi il y a une pénurie? Ah, c'était à cause du Covid qu'on a beaucoup procédé. Oui, et puis c'est des médicaments qui sont faits très loin de chez nous. Ouais, et en Ukraine. Et il faut les ramener justement, il faut ramener l'implantation des laboratoires pour la production soit faite en Europe. Sanofi, je vous ordonne de le faire. Alors, quatrième question, qui qu'a dit? J'ouvre les guillemets. Si la suspecte avait été française, Non mais attends, tu recommences? Oui, je recommence. Je pense que Lola a été choisie parce qu'elle était blonde. Je pas encore quand même. On en a parlé pendant 1 heure. Zemmour, t'es content de prononcer son nom? Question pour Janotet. Quel président, le président de quel parti a annoncé qu'il quittait ses fonctions? Jean-Christophe Lagarde. Bah voilà. Mis en cause d'ailleurs dans l'affaire des fausses accusations Garrido-Corbera. Oui, il en a beaucoup. Hein. Ouais. Ah oui. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Passons maintenant au zapping et pour finir. C'est moi qui ai gagné quand même, non? Non, c'est moi. Personne. Philippe, Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? On s'ose tout. Qu'est-ce qu'il est bien ce jingle. Il est très bien. J'adore. Ouais, hein. J'adore. Franchement. Je devrais mettre sur mon attente téléphonique. Non, attention, propriété privée. Ah d'accord. Faut pas le droit. Alors, je voulais vous faire écouter un extrait. Je suis sûr que tu vas nous sortir face à Baba hier soir. Oui.
parce qu'il y a eu un moment où ça a été un peu lunaire, lorsque Nadia Lazouni, tout à fait, une journaliste qui est d'ailleurs passée par le LGF, et on peut dire dans quel média elle est là. Elle est au Média maintenant. Média, qui est et elle a voulu poser une question. Voilà, elle a voulu poser une question au ministre de l'Intérieur. Je l'ai trouvé d'ailleurs très, voilà, pas d'agressivité et tout. Et vous allez voir que Darmanin, qui Darmanin, il était plutôt bien. Plutôt bien. Calme, à l'écoute. Ah bon, calme. À l'écoute. Ouais, il était plutôt. Il était quand même sur l'offensive. Il était plutôt un peu menaçant. Mes enfants, te dire 4 heures sur un plateau en direct. Nicolas, excusez-moi. Attendez, c'est pas un présentateur télé, c'est quand même un homme politique. Il a été condescendant vis-à-vis de 2 personnes, notamment du papa qui parlait de la mort de son fils tué par la police. Et avec Nadia Lazouni qui lui pose une question très claire. Et il la ramène à quoi? À l'Iran. Faut arrêter de se moquer du monde. Écoutez cet extrait. C'est lunaire. Vous qui, normalement, êtes censé garantir la sécurité des personnes, vous mettez au contraire en danger les Françaises de confession, les Françaises et les Français de confession musulmane en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan de la communauté nationale en le jetant à la vindicte populaire. Je vais vous donner des exemples. Agression physique à l'encontre des femmes qui portent le foulard, mosquée taguée, mosquée incendiée, tombe profanée. Alors tout ceci n'est que la conséquence de votre politique qui chasse des imams avec lesquels vous dîniez pourtant encore hier. Tout ceci n'est que la conséquence de cette politique qui vous permet à vous de fermer de manière arbitraire des écoles musulmanes et des mosquées sans décision de justice. Et tout ceci en déclarant que l'islam est un problème. Vous dites, monsieur le ministre, qu'une religion est un problème. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la conception violente de votre politique qui est un problème. Et nous ne sommes pas seuls dans ce malheur. Je pense notamment à nos compatriotes de Corse et dans les territoires d'outre-mer contre lesquels vous avez envoyé la police d'élite alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et l'augmentation des salaires. Je pense également à nos compatriotes juifs qui ont été choqués par vos propos sur la présence de rayons cachers dans les supermarchés. J'aurais pu aussi parler de la violence, des violences faites aux femmes. Alors, monsieur le ministre, que souhaitez-vous que l'histoire de notre pays retienne de vous? Un ministre de l'Intérieur qui divise, qui sème la peur, qui sème le chaos et qui, par là, détruit le pacte républicain? Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise liberté, égalité, fraternité? Merci Nadia pour votre question. Merci. Alors madame, d'abord jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle et vous m'avez attaqué personnellement plusieurs fois. À quel moment? Vous avez dit que j'avais dit que l'islam est un problème. Si vous ne retirez pas ces propos, moi je vous attaquerai en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'islam est un problème face à Marine Le Pen? Vous ne l'avez pas trouvé trop molle Madame, face à l'islam? Vous retirez ces propos et il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas dit à Marine Le Pen que l'islam qu'elle était trop molle? Ah d'accord, donc c'est votre façon d'intimider. C'est systématique, monsieur Darmanin, et vous êtes même prévisible. Vous avez limogé l'un des patrons de la police judiciaire. Donc moi, je vous demande juste de bien vouloir répondre à ma question. Quelle est l'orientation de votre politique? Je suis venu dans une émission sérieuse avec des gens qui, je crois, depuis tout à l'heure... Alors voilà, parce que là, on n'a plus beaucoup le temps, mais donc ça s'est évidemment poursuivi. Et ensuite, d'ailleurs, il s'en est pris un peu à la rédaction du média dans lequel elle travaille. Et puis ensuite, pour ne pas répondre à la question, on l'a renvoyé aux Iraniennes à qui il a demandé son avis à Nadia Lazouni, son avis sur la condition de la femme en Iran. J'ai trouvé ça un peu lunaire quand même. Nicolas, je sais que tu n'es pas d'accord, mais... Non, je suis pas d'accord. La question était lunaire. Elle aussi, elle parle tout d'un coup de la Corse. Quel rapport avec la Corse et sa question précédente? Je pense pas, et je ne peux pas le savoir, mais je pense que Gérard Darmanin ait dit que l'islam est un problème. Il a sûrement dit que l'islamisme... Je pense quand même que cette journaliste n'a dit pas des choses par hasard, surtout devant des millions de téléspectateurs hier soir. S'il l'a dit, c'est une erreur. Il faudra retrouver... Pour qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie. Rapidement, Philippe, là-dessus, sur ce que tu as écouté, que tu n'avais pas écouté. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas écouté. Et voilà, les questions sont orientées de manière claire et précise. On le sent, savoir. Tu sais, alors, moi je suis pas un fan de Gérard Darmanin. C'était une... La seule chose qui me pose problème, c'est ces journalistes militants. Comme aussi. Mathieu Dejean de Mediapart. Moi aussi. Comme Arifi de Mediapart. Je suis d'accord. Comme Elle du Média.
Donc voilà, moi je veux bien commenter. Un journaliste indépendant. Alors, on peut ne pas forcément être d'accord avec une certaine forme de militantisme allié à une forme de journalisme. Néanmoins, moi je suis plutôt contente de voir ce genre de personnes faire quelques pieds de nez à quelqu'un qui se croit au-dessus de pas mal de choses, et notamment concernant ce sujet-là. Maintenant, c'est discutable. Mais tu l'as dit, un pied de nez. Un pied de nez. Oui. Je suis d'accord, Voilà. c'est un pied de nez. Maintenant, c'est effectivement l'échange est discutable d'un côté comme de l'autre, puisque franchement, voilà. Tout à fait, Mais ça reste quand même intéressant, juste pour le plaisir visuel de voir une femme voilée, honnêtement, lui montrer qu'elle n'est pas intimidée, parce que je pense aussi que malheureusement aujourd'hui, faut pas oublier quand même que le week-end dernier, il y a quand même une femme voilée qui a été tuée, quoi. 47 Donc à un ans. moment donné, c'est aussi juste pour ce plaisir visuel de se dire, mais qu'en fait une femme voilée a le droit de se retrouver face à. Non mais attention, Nantes, elle a été tuée parce qu'elle était voilée ou parce que c'était une femme? A priori, elle a été parce qu'elle était voilée, d'après ce que dit le procureur. À vérifier. On va pas revenir au débat. Voilà. Non mais moi ce que j'ai adoré, c'est le tact lorsqu'elle lui dit: vous voulez expulser les imams avec qui vous avez dîné encore hier. Ça c'est extraordinaire et c'est ô combien vrai. Je veux dire, ô combien vrai pour montrer quand même que cette histoire de Ekusen est tout sauf une c'est un règlement politique et basta. Et c'est vrai que monsieur Darmanin a été quand même assez il y a eu quand même tranquille dans cette par émission. rapport à l'histoire de Hassani Kuisen, on va pas se mentir. Bon allez, on est en retard, il faut qu'on se barre. Merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup. À très vite ma Sabrina. Oui. Merci beaucoup mon Nicolas. Mon Nicolas Jeannetet, à très vite. Quand même. Mais en même temps, Sabrina a beaucoup d'aspirine à la maison. Je comprends qu'il appelle ma Sabrina. Moi aussi, je veux l'appeler ma Sabrina. Il y a plus d'aspirine? Moi, j'en prends. Alors, je veux dire, c'est certainement pas pour ça, parce que je suis vraiment pas un consommateur d'aspirine ni de médicaments. Tout simplement parce que on apporte tous une plus-value à l'émission. Oui, absolument, exactement. Ben, Sabrina, je te fais un gros bisou. C'est super bon. Salut mon Philippe, merci beaucoup. Merci Nadège, bon week-end à tous. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se calme. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2. Passez un excellent week-end. Et je rappelle que la semaine prochaine, on sera de sortie. Vendredi prochain, on fera une émission en direct de l'espace Charenton, à Charenton, pardon, pour le salon immobilier des Algériens en France, le premier salon immobilier algérien en France qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre. Salut! Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com.